Nous, on fait une réalisation quand même avec Martin, c'est que tu vois, la valorisation qu'on a mis dans la boîte pour la première levée de fonds, les gens s'en foutent. Ils investissent parce que c'est nous, parce que le projet il est chouette, et parce qu'ils ont vu qu'on avait fait rentrer notre famille. Tu te fais 20 mariages à 15 000 euros, plus 20 séminaires à 10 000, et t'es à 500 000 euros de chiffre d'affaires. On savait que si le projet il coûte plus de 2 millions, 2 millions et demi, ça devenait difficile à rentabiliser sur ce modèle-là. On arrive le mercredi à la signature, on n'a pas encore l'argent, quoi. On fait la visite pré-signature en poker face, parce que l'argent doit arriver dans la journée. Okay. Nous on signe à 11h. Et eux ont la signature de leur nouvelle maison à 14h. Hello Jérémy. Salut Delphine. Eh bien, c'est la première fois que je reçois un châtelain dans le podcast. Ok. Comment tu veux qu'on t'appelle ? Moi, j'aime bien Co-Châtelain, j'aime bien. Co-Châtelain ? Ah, Co-Châtelain. Bon, d'accord. Okay. Ça fait un mix entre la Startup Nation et le patrimoine. Monsieur le Co-Châtelain, bienvenue dans le podcast Richissime. On va parler... je vais te questionner sur cette aventure assez incroyable. Ça fait un petit moment, mais moi, je suis jamais à la page. Donc, t'as acheté un château. T'as co-acheté un château et t'as même co-acheté un château. 2041 fois co. Voilà. Non, vous êtes deux à l'initiative du projet. Vous avez fait un financement participatif en ligne, pardon, avec ta communauté. Donc vous êtes nombreux à être co-châtelains. Mais en réalité, voilà, on va discuter de ce projet ensemble qui est assez incroyable. On va parler de toi, on va parler de tout ça. J'ai plein de questions. Je t'ai dit, t'es prêt à balancer des chiffres ? Tu m'as dit oui. Sans problème. Donc c'est parti. Alors, on est podcasteurs tous les deux. Tu m'as reçu il y a longtemps déjà. Au moins 2 ans et demi sur le podcast. On a fait deux épisodes. Ça fait un bail, t'as un des plus gros podcasts. C'est 100% IMO Oui, c'est 99% IMO. Donc en effet, je peux me targuer d'être le premier podcast IMO, mais pas le premier podcast généraliste Invest Business. Yes. Et toi aussi, t'es investisseur. Également en immobilier et d'autres trucs pour m'amuser. Ok. Bon, avant de parler du château, on va parler un peu de ton parcours. Qu'est-ce que t'as acheté ? Comment t'es tombé dans la marmite ? Ah, ça me fait trop plaisir de faire un podcast IMO. Je suis trop excitée. Tu sais, ce matin, j'étais dans le train, j'étais là en mode on va parler d'immobilier, j'adore ça. Oui, avec mes invités du moment, je parle moins de money, d'investissement, et ça me fait trop plaisir de parler immobilier avec toi. Écoute, trop bien. Comment je suis tombé dedans ? Mon père est portugais, ma mère est polonaise. Donc naturellement, un moment on est connecté au BTP, au bâtiment. Ah non mais les clichés, Jérémy. En plus je me suis dit, il va pas me sortir un vieux cliché genre. Et si. Mon père est maçon. Mon père est plombier, ma mère gérait la partie administrative de la boîte. Tes parents c'est de l'IMO. Alors, mes parents faisaient de la rénovation. Ouais, ok. Donc ils étaient dans le BTP. Exactement. Ton père était artisan. C'est ça. Et ils travaillaient beaucoup. Pas vraiment d'éducation financière, mais cette force et cette capacité à travailler énormément, prendre ses soirs et ses week-ends pour en effet acheter un petit appartement à côté, le rénover, le mettre en location, toujours de la location nue, bien fiscalisée, etc. On n'est pas sur les stratégies qu'on apprend aujourd'hui. Ah, mais attends, c'est intéressant parce que donc il faisait de la prestation pour les autres, il était artisan, mais il a aussi utilisé son talent pour lui-même faire de la rénovation. Et peut-être faire de la location ou de l'achat-revente, où il a fait un peu des deux. Exactement. Mon père était assez frileux sur la partie risque. Ma mère poussait à ce qu'il y ait des achats. Et après, c'est mon père, en effet, qui faisait la partie rénovation. Puis ma mère qui faisait la mise en location. Donc voilà, ils s'entendaient bien sur cette partie-là. Moi, je trouve ça assez dingue parce qu'il y a plein d'artisans qui font jamais des trucs pour eux. C'est clair. Moi, mon père, je pense que ça fait 15 ou 20 ans qu'il devrait faire que des trucs pour lui, quoi. Il a de l'or dans les mains. Il pourrait faire des achats-reventes, faire 100 000 par an juste avec une OP et c'est terminé. Alors, il s'en sort quand même bien. Il est monté en gamme sur ses chantiers petit à petit. Il a jamais trop recruté parce qu'il n'arrive pas je pense, la partie RH, c'est pas son truc. Ouais. Donc, il aime faire lui-même, mais il avance comme 5 en une journée. Tout seul, ou il avait tout quand seul, même... Tout seul. De temps en temps, il fait appel à des copains, maçons, peintres, etc. Ouais, mais même, il y a quand même de la charge, il y a quand même des trucs à porter. Tu vois, tu fais du placo et tout. C'est dingue. Ça fait à peine quelques années. Et on l'a forcé avec ma mère à avoir des manœuvres, tu vois, qui déchargent les gravats. Et sinon, il faisait vraiment tout seul.
Le dernier projet qu'il a fait, c'est mes parents ont racheté le terrain des voisins. Et pareil, soir et week-end, pour, je passe 100 000, 100, 150 000 euros. Et mon père a construit 4 maisons dessus. Et il a, en dehors du gros œuvre, c'est un ami qui lui a fait. Ouais. Il a fait tout le reste, plomberie, électricité, toiture. C'est assez, c'est vraiment de là que c'est né, je pense. Cet amour pour l'immobilier, beaucoup plus tardivement, mais ça vient de là. Ouais, j'ai mon beau-frère qui a aussi de l'or entre les mains. Et tu sais, moi, de mon point de vue optimisation et tout, je suis là, mais pourquoi il fait pas du 100% pour lui-même ? C'est clair. Alors, c'est une autre façon d'aborder l'argent, parce que du coup, pendant des mois, tu vas pas avoir de rentrée, puis tout d'un coup, tu fais une OP, donc tu peux pas commencer. Enfin, je pense que c'est difficile de commencer en faisant du que pour toi-même, mais il y a un moment donné, il faut qu'il y ait une bascule qui s'opère et que tu finisses par faire des OP pour soi. Aussi parce que c'est un métier qui use, je sais pas dans quel état est ton papa. Son dos est en mauvais état. Ouais, mais tu vois, mon beau-frère Guillaume, si tu nous entends, il est dans la force de l'âge, alors il se rend pas forcément compte. Voilà, je sais pas s'il se rend compte du fait que il a de la chance, c'est vraiment de la chance, et il fera partie des heureux s'il arrive à la retraite en bonne santé physique, quoi. Complètement, et mon père, comme tous ses amis et mes oncles qui travaillent dans le même secteur, bah, ils sont aussi en mauvais état physique, quoi. Après, je crois que le travail, ça préserve aussi bien. Mon grand-père, il a 86, 87 ans. Il y a de ça 2-3 ans encore, il était dans les jardins à travailler tous les jours. Donc visiblement, c'est pas trop mal. Donc le papa et la maman. Ton papa, il vivait essentiellement du coup, tu vois, des prestations qu'il faisait pour les autres, des chantiers, où ils ont réussi quand même à se créer des petites rentes ou un patrimoine sympa avec ce qu'il a fait à côté. Pendant très longtemps, ils ont vécu en effet sur l'entreprise. Maintenant, on vient d'un milieu très modeste. Mes parents n'ont pas fait d'études. Dans ma famille, je suis le premier à avoir un diplôme Bac+5. Et d'ailleurs, mon père voulait absolument pas que je travaille dans le bâtiment. Il m'avait dit, à la limite, architecte, si tu veux, parce que c'était un peu le haut de la pyramide sur le chantier. Mes premiers stages d'observation en 3e, je les ai faits en cabinet d'architecte. Et je connaissais pas toute cette partie business, ingénieur, etc. Je n'avais pas de modèle. Donc pour moi, voilà, le top, c'était architecte, quoi. Et ils ont en effet, ils ont pu développer des petites rentes, d'autant qu'après, ils faisaient des crédits sur 10 ans. Ouais. Ils faisaient tout par eux-mêmes. Et ils louaient en nu, donc ils étaient fiscalisés à plus de 50% sur tous les revenus qu'ils avaient. Après, ils devaient en nu au réel, j'imagine. Donc Non. Ah, ok, d'accord. Non. Ah, mince. Pardon, je l'ai tout fait. Pour ceux qui connaissent un petit peu la fiscalité, quand tu fais beaucoup de travaux et que tu loues en nu, ça peut être intéressant. Quand tu es au réel, voilà, quand tu déduis toutes tes charges, et notamment les charges de travaux. Quand tu es au mode forfaitaire, pour pas rentrer dans les détails, mais c'est la carotte. Moi, c'est ce qui m'a donné envie de me lancer dans l'immobilier, en fait. J'ai réalisé qu'il y avait du frottement fiscal. Mes parents, ils se sont séparés aussi. Donc, cette complémentarité, il y a peut-être une dizaine d'années. Ouais. Et il y a cette complémentarité qui n'existait plus. Mon père, il faisait toute la gestion de l'appartement, les galères, quand il y avait une fuite sur la toiture, etc. Ma mère, elle faisait toute la partie gestion administrative. Et quand ils n'étaient plus ensemble, bah, en fait, il n'y avait plus rien qui était fait. Et je voyais un peu ce truc qu'ils avaient construit. Donc oui, ils avaient une petite rente qui permettait de faire un bon filet de sécurité, mais il travaillait toujours à côté. Et moi, je voyais ce truc qui était en train de dépérir, quoi. Il y avait des locataires qui se plaignaient parce qu'il y avait de l'humidité ici, mais mon père, il se déplaçait plus. Et ma mère qui gérait l'administratif, mon père n'arrivait pas à le faire de son côté. Donc, c'était hyper compliqué. Et moi, à ce moment-là, je travaille en start-up. Je me cherche un peu un projet d'invest. Je savais pas trop si c'était... je mettais pas mal d'argent de côté parce que j'étais commercial. Et je me dis, ok, bah pourquoi pas l'immobilier ? En plus, ça me permettra d'aider mes parents à restructurer ce truc qui fonctionne plus, en tout cas. Et c'est un peu ce déclic-là. Tu me demandais le déclic de l'immobilier. C'est là que ça démarre. Mais tu démarres en faisant de l'immobilier, entre guillemets, classique, où tu vas assez rapidement vers des projets très rentables, tu t'intéresses au cash flow positif, etc.
ou pas du tout, parce qu'en général, on découvre pas ça comme ça. Si ton père, tu vois, optimisait pas, mais c'est juste que t'es un bon artisan et que t'avais juste compris qu'il fallait investir en immobilier, c'est pas forcément naturel d'aller vers des projets ultra rentables. Ouais, pour le coup, je réalise rapidement mon avantage comparatif, mon unfair advantage, qui est en effet mon père qui peut m'aider sur les travaux. Donc je me dis, il me faut un truc avec travaux. Et je m'intéresse, je suis pas trop, en général, j'aime bien les trucs difficiles. J'ai le sentiment que ça rend le truc d'après moins difficile. Je pense que c'est aussi pour ça que j'achète un château. Et du coup, je me dis, ok, bah, moi, j'ai envie de devenir entrepreneur. Là, ça fait 2 ans que je suis en CDI, c'était ma première boîte. C'est peut-être la dernière fois des 3 prochaines années où je peux faire une OP. Donc, je veux faire une OP qui soit rentable, qui soit cash flow positif. Donc, je me renseigne, je me dispute avec la boîte américaine pour laquelle je bosse, qui m'envoie à l'étranger tous les 2 jours. En 2 jours, il faut que je sois parti à Singapour. Ça me promet des augmentations, je les ai pas. Donc voilà, je me dispute un peu avec eux. Du coup, je passe mon temps sur YouTube à me renseigner et sur les podcasts, notamment le podcast de Bruno qui s'appelait mon Club Imo, où je me souviens plus du nom, qui est un podcast qui s'était arrêté. J'écoute ces 23 épisodes, Le podcast s'était arrêté. Je me dis, mince, j'aurais aimé en avoir plus. Et c'est pour ça notamment que je lance Ça fait un bail. Et à ce moment-là, bah, je me dis, ok, il faut que je fasse un projet autour de 200 000 euros et que ça me rapporte le plus de cash flow possible. Région parisienne ou pas, du coup, parce que... Idéalement, pas loin de chez mon père. Ok. Du coup, je reste en banlieue est parisienne. Donc, j'investis sur le RER A, banlieue est, entre Disney et Paris. Il y a une cité universitaire, il y a Disney et Paris pas trop loin. Il y a une nouvelle gare du Grand Paris qui s'installe à côté. Je me dis, ça coche pas mal de cases pour, sur le long terme, payer. Soyons honnêtes, t'arrives à faire un cash flow positif ? Je prends un crédit de 168 000 euros. Ouais. J'ai 2 ans de différé. Ouais. Et je fais des travaux, c'est une OP qui me coûte 210 000 euros. Et je loue 600 euros les chambres, donc 2400 euros par mois. J'ai un crédit de 710 euros, 200 euros les premières années. Donc pendant 2 ans, je fais 1500 euros de cash flow par mois. Et là, c'est un peu la révélation. Je me dis, ok, qu'est-ce qui se passe, quoi ? J'arrive, je quitte mon job, je touche le chômage, je touche... C'est ton père qui avait fait les travaux. C'est mon père qui avait fait les travaux. Je l'ai payé en effet beaucoup moins cher qu'une entreprise classique. Mais c'est ton unfair advantage. C'est mon unfair advantage. Et surtout, bah, j'avais quitté mon job, donc moi j'étais sur le chantier tous les jours. Ouais. Donc j'ai passé. Moi j'avais pris un manœuvre pour faire la manutention. Ouais. Il y avait mon père, il y avait mes oncles qui venaient m'aider une fois de temps en temps, et j'étais sur le chantier tous les jours. On avançait là-dessus. C'est moi qui payais les fournitures et qui j'ai fini par donner un billet à mon père, mais comme s'il était payé 1000 ou 2000 euros par mois, quoi. Et c'était des gros travaux. C'était des gros travaux. C'était un 84 mètres carrés à refaire entièrement. Alors, c'est pas structurel, hein, mais c'est toute l'électricité, la plomberie et la décoration, quoi. Ok. Donc, du coup, 1500 euros de cash flow. Et après cette OP, après le crédit différé, je suis à 1000 euros de cash flow. Donc, tu fais une coloc, hein, c'est ça ? Je fais une coloc, ouais. Ok. Qui se remplit immédiatement. Je mets l'annonce 1er octobre et au 1er octobre 2019, du coup, j'ai mes locataires, j'ai eu 110 réponses sur l'annonce, alors que je m'attendais vraiment pas à ça. Tout le monde était un peu perplexe autour de moi. Mon père, pareil, qui a toujours fait de l'IMO traditionnel. La coloc, ils vont te défoncer ton appartement. Le cash, si déjà tu rembourses ton crédit, ça sera bien. Et pour ça d'ailleurs que je le fais tout seul, tu vois, il y a personne qui se lance avec moi. Je l'aurais bien fait en association au début, et le deal c'était si ça marche, je ferai le prochain avec toi, quoi. Et c'est ce qui s'est passé. Et aujourd'hui, il y a des locataires qui sont rentrés en 2019 qui sont encore là dans l'appartement, quoi. Ok. Alors qu'est-ce qui se passe entre 2019 et 2024 ? Rapidement, tu vois, comment s'est développé ton patrimoine immobilier ? Écoute, alors pour le coup, à ce moment-là, je me lance sur un très gros projet. Donc mon père, il est convaincu, je lui montre les chiffres, je lui dis voilà, ça fonctionne. Faisons un truc plus gros. Donc on se lance sur un projet tous les deux. Ouais. Où pareil, j'avais cette idée de, en fait, mon père, il devrait travailler pour lui, il devrait pas travailler pour les autres, de faire un grand co-living. Donc on signe pour un terrain à Noisy-le-Sec pour faire 2 co-living de 12 chambres. Donc un gros co-living de 24 chambres.
Et s'ensuit eu un an de bataille avec l'urbanisme, avec monter des plans. Dans ma tête, je me dis, qui est-ce qui lui a appris? Décaler 3 fois la signature avec les vendeurs qui avaient déjà fait un an avec un ancien vendeur, ils étaient verts. On arrive Covid, je perds les finances. J'avais des offres, oralement, j'avais trouvé ma banque, quoi. C'est bon, je trouve le mec qui vient du même village au Portugal que mon père, 250 habitants, tu vois, qui est directeur d'un crédit agricole. Il me dit, mais oui, c'est bon, c'est nickel, on y va et tout. Je me dis, ouais, trop bien, c'est bon, j'ai enfin trouvé ce truc après 10 refus. J'étais entrepreneur, hein, j'étais au chômage. Et mon père, en plus, c'était une année où il avait un peu arrêté, etc. On était les deux canards boiteux à venir chercher un crédit. On cherchait 1 million d'euros. Ouais, ce que j'allais dire, c'est au moins 1 million, ouais. 1 million, on cherchait 1,1 million et on avait... C'était de la grosse réno, c'était vraiment de la construction. C'était Oh là là, non mais Jérémy. Ouais, arrive le Covid. La banque se rétracte complètement. J'essaie un dernier move où je propose 50% de réduction sur le prix déjà négocié que j'avais eu sur le terrain. Le mec accepte. Donc j'ai 2 terrains à Noisy-le-Sec pour 290 000 euros. Je pense qu'aujourd'hui, un terrain comme ça vaut 900 000 euros. Et même comme ça, j'arrive pas à trouver un crédit. Donc là, je lâche tout. J'essaye de revendre le projet. J'arrive pas. Je lâche tout. J'ai perdu 10 mois. Mais appris énormément de choses. Et là, je me dis, OK, il faut que je me lance sur un truc un peu plus soft. Je sais pas quelle stratégie adopter, je suis complètement paumé. J'ai plus de podcasts à écouter, je les ai tous écoutés. Je vais lancer le mien. D'accord. Et là, je lance le podcast. Je lance une boîte dans l'audio aussi en me disant, je vais aider des marques à transformer de l'écrit en audio, qui est finalement devenue une agence de podcast. Qui existe encore, okay. Ecos, donc j'aide des marques à lancer leur podcast. J'aide des entrepreneurs sur une partie plus formation à lancer leur podcast. J'aurais des questions après à te poser en off. Ah bah carrément. Et ça, c'est toujours de podcasteur à podcast. C'est mon activité principale aujourd'hui, okay. Ecos, l'agence. Ma deuxième activité, c'est ça fait un bail. Et du coup, qui vit grâce au sponsoring, aux marques. Et la troisième activité, c'est le château. Ah, ok. Alors, tu refais quand même des projets entre-temps, tu rachètes beaucoup de choses. Je refais une autre coloc. Ok. Avec mon père aussi, même endroit. Et après, j'arrive pas à trouver des financements parce que au chômage, en train de lancer une boîte, en freelance. Du coup, j'aide des potes à lancer. Je fais du bivouac Mastéos à mon niveau, 1 ou 2 projets par an. Et j'achète toujours au même endroit. On achète autour d'une gare. Je crois qu'aujourd'hui, on a 34 chambres qui sont gérées par ma petite sœur. Donc ma petite sœur maintenant elle gère mes appartes et elle gère ceux de mes potes. Okay. Mon père fait les travaux partout et ma copine fait la déco. J'adore. Et du coup c'est un peu mon side chaque année. La mafia Annabelle. C'est un peu ça et c'est hyper plaisant. C'est hyper plaisant parce que tu confies ces projets les yeux fermés, quoi. Alors cette histoire de château, venons-en. Donc tu sais que tu veux faire un autre projet. Et tu t'es dit, finalement, t'as appris de ton échec d'éco-living, oui et non. C'est-à-dire, tu veux te relancer dans un truc super gros, super ambitieux. Je vous rappelle que à l'heure où vous écoutez ce podcast, c'est que le début. C'est que le début, les travaux démarrent vendredi. Voilà. Donc dans 2 jours. Donc les travaux n'ont pas démarré. C'est-à-dire que on va déjà discuter de ce qui s'est passé jusque-là. Mais peut-être qu'on refera le podcast dans 1 an et demi et que tu me raconteras toutes tes galères. J'espère que tu me raconteras que c'est super bien passé. Il y en a déjà eu. Ah, bon. Mais ça, c'est normal. Ok, qu'est-ce qui te passe par la tête ? Écoute, j'ai fait ces 2 colocs. J'en ai fait 5 autres pour des copains. J'en ai pas mal parlé sur le podcast. Et je me dis, ok, ça va. Genre, leur ai assez parlé de colocs en Ile-de-France. Va falloir que j'ai des nouvelles choses à leur raconter. Je veux pas être un influenceur qui ouvre sa bouche 90% du temps mais qui fait pas grand chose. Je préfère être quelqu'un qui fait 90% du temps et qui parle 10%. Mais attends, faisons un aparté là-dessus parce que moi, c'est une de mes obsessions. Ah aussi. ouais. En fait, c'est... Je tiens à ce que... moi, je parle d'argent, je parle de s'enrichir aussi, je parle de psychologie de l'argent et je tiens à ce que... les façons dont je gagne de l'argent, ce soit pas en apprenant aux autres à comment faire de l'argent. C'est ça. Mais aussi en faisant de l'immobilier. Voilà, nous,
prochain cheval de bataille, je dis nous, avec mon chéri, c'est de reprendre des business. Donc il y aura de plus en plus de contenu là-dessus, mais je veux qu'on le fasse, quoi. On a déjà fait un avec une laverie, mais c'est tout petit. Et je veux Trop bien, les laveries. qu'on découvre, qu'on fasse les trucs et ensuite qu'on partage notre expérience. C'est hyper important pour moi, donc je comprends d'où tu viens. C'est ça, et tu vois, quand j'ai des questions sur la location de voiture, un jour sur LinkedIn, parce que je fais un post là-dessus, je me dis, vas-y, j'achète une voiture, ça coûte 7500 €, je la mets en location, je teste, et au pire, ça me fera un bon épisode où je raconterai. Au mieux, ça génère un peu d'argent. Ouais. Et du coup, j'aime bien être dans l'action, avoir des choses à raconter. Et c'est vraiment la raison pour laquelle je lance ce château. J'ai fait 160 épisodes sur le podcast, quasiment tous avec un invité différent. Et mon idée, c'est vraiment d'aller chercher des niches différentes à chaque fois. Alors, j'ai quand même eu 5-6 marchands de biens différents, 5-6 personnes qui font de l'IMO atypique. À chaque fois, ça change, mais il y a quand même des liens. Et j'ai toutes ces stratégies, du coup, face à moi. Et je me dis laquelle choisir, où est-ce que je vais. C'est vraiment pour ça que j'ai lancé le podcast. C'était pour me faire mon propre MBA de l'immobilier et pour choisir ma prochaine stratégie. Tu t'es créé un catalogue et t'as pas réussi à choisir, quoi. J'arrivais pas à choisir. Okay. Et je me suis dit, et si je trouvais un truc qui en réunissait plusieurs, quoi. Genre, j'achète un grand domaine, j'achète un truc, et je peux faire un peu d'IMO locatif classique, un peu d'IMO festif, type EVG, anniversaire ou mariage, un peu d'IMO séminaire. Je me rappelle plus si c'est sur ton podcast que j'avais écouté des gars qui avaient lancé une boîte qui louait. Alors, ils rénovent des maisons et ils les louent que pour des EVG. C'est Alexandre Martucci, Sovilla, ouais. Incroyable. Exactement. Cet épisode, j'avais adoré. C'est génial. Moi, c'est un de mes épisodes préférés du podcast. Tous les gens qui ont des maisons ne veulent jamais louer leur maison pour des événements, sauf que tous les gens qui veulent louer des maisons veulent les louer pour des événements. Il y a un truc et il n'y a pas assez de grandes maisons. Bref, écoutez cet épisode, il est assez, dingo, incroyable. D'ailleurs, il y a un film qui s'appelle le Budapest avec Jonathan Cohen, qui est inspiré de la vie d'Alexandre Martucci. C'est vrai ? Ouais, parce qu'avant d'acheter les maisons, en fait, il organisait des EVG. Okay. Il avait une boîte qui faisait 10 millions en orga d'EVG. Il envoyait des gens à Budapest pour leur EVG. Et en fait, à force de payer des locs, il s'est dit, je vais les acheter, les apparts dans lesquels je mets les gens. Et le début de Sovilla, ça démarre comme ça, quoi. Okay. Voilà. Donc voilà, je cherche un truc qui puisse rassembler plein de stratégies pour différentes raisons. Je pense qu'il y a une vraie curiosité intellectuelle d'aller creuser plein de stratégies. J'ai le sentiment que ça peut faire une bonne synergie et apporter beaucoup. Je me dis que ça va être des bons sujets à l'infini à raconter sur le podcast. Et du coup, là, je me cherche un domaine. Et avant qu'on aille sur le domaine, t'as conscience t'as quand même ton regard créateur de contenu quand tu choisis l'idée d'un château, tu vois. Ok, on va faire ça, on va acheter un domaine, etc. T'as ce truc je vais créer du contenu à l'infini, c'est un bon coup de com, potentiellement, je vais me différencier, je vais être invité. T'as été invité sur pas mal de podcasts pour en parler. T'as conscience de ça ? Ouais, honnêtement, on va pas se le cacher. Merci d'être honnête. Non, j'ai conscience qu'il va y avoir plein d'externalités positives à ce projet. En plus, il y a personne qui est vu comme référence du rachat de château. Faut savoir que les châteaux, tout le monde le sait, c'est un peu ce qui se répète partout, c'est difficile à entretenir, c'est très cher, etc. Et il y a encore des châtelains qui font des spectacles de son et lumière avec des lumières projetées sur les façades du château, vendues 8 € le ticket, et ils essayent de vivre de ça, quoi. Et ils vont gagner 50 000 € à l'année avec ça, et c'est comme ça qu'ils vont refaire 50 mètres de toiture, quoi. Donc, il y a vraiment des nouveaux modèles à aller chercher. À côté de ça, tu as des boîtes à la Château Forme, etc., qui ont trouvé des modèles bien rentables sur ce sujet-là. Sauf que... Château Forme, ils font quoi ? C'est la plus grosse boîte française ou européenne d'organisation de séminaires. Ok. Et ils récupèrent des très beaux lieux, qui rénovent, et ils en font des séminaires. Lieu, du coup. Et ils sont plutôt bailleurs, je pense. Ils sont plutôt bailleurs sur ces biens. D'ailleurs, c'est une très bonne idée d'être bailleur. Pour en parler. Et pour se lancer dans l'aventure et faire une vraie aventure de fou, quoi. On voulait un truc de zinzin avec Martin, mon associé. On s'est dit, vas-y, on va vers le château. Parce que quand on commence à visiter, on visite des corps de ferme, on visite des vieilles usines désaffectées,
Ok. Il y a plein de choses où on peut faire des. C'était pas forcément le château. C'était pas forcément le château. Ouais, ok. Il y a l'idée d'un domaine dans lequel tu peux faire séminaire la semaine et événementiel familial, type mariage le week-end. Il y avait vraiment ce truc land hacking. Tu vois, t'achètes plein d'hectares avec plein de trucs dessus. Donc nous, on a une rivière, on a un champ de 2 hectares où tu peux mettre peut-être du vin, tu vois, tu peux mettre des vignes ou des chevaux, tu peux faire plein d'idées. On a 7 hectares de forêt où tu peux mettre des cabanes, un accrobranche, qu'importe. Et c'est l'idée de se dire, plus on a des bâtiments, on a un moulin qui est complètement en ruine, mais j'ai pas vu où on peut remettre il est plus bas et difficile à trouver, mais tu peux remettre une turbine et faire ta propre hydroélectricité. Et il y a cette idée qu'en fait, voilà, on va acheter un terrain. Ouais. Et on va pouvoir créer plein de sources de revenus différentes dessus. Et ça m'excite énormément. Okay. Et quand je pitch Martin à ce moment-là, donc Martin, mon associé, qui est le fondateur de Bivouac, une boîte d'investissement locatif. Clé en main. Et lui, il cherchait un hôtel à acheter. Pareil, un peu zinzin aussi de son côté. Et on cherchait un peu dans la même zone. Vous étiez des connaissances il était passé sur le podcast. Très bon pote. Et il était juste passé sur le podcast. Il était juste passé sur le podcast, mais il y a un fit. Toi qui a reçu beaucoup de monde, parfois tu fais un épisode et ça se passe bien. Et des fois on se reparle jamais, et puis des fois on s'envoie des textos tout le temps. Voilà. Et parfois il y a un truc où tu te dis, waouh, j'aimerais bien lancer un truc avec cette personne. Tu vois, j'aimerais bien passer plus de temps avec, mais j'ai pas le temps de passer plus de temps. Et c'est un peu ce qui se passe avec Martin. On se retrouve sur plein de valeurs. On a quasiment le même âge. Je pense qu'on est un peu zinzin tous les deux. Et on se dit, vas-y, pour apprendre à mieux se connaître, on va faire des visites ensemble, quoi. Dès qu'il y en a un qui trouve un domaine sympa à moins de 2 heures de Paris où il y a possibilité de faire cette activité, on prend le train, on prend la voiture, on y va. Et on apprend à se connaître sur les visites. Oui, ok, l'hôtel, pas forcément, mais... Ouais, on compare les BP. Et le BP, j'ai un BP où il y a 3 fois moins de personnel que lui, avec quasiment les mêmes chiffres. Et du coup, il se dit, ah ouais, c'est quand même pas mal cette histoire de séminaire de mariage. Ok. Voilà. On va reparler des chiffres après BP. Donc, vous commencez... C'est quand les visites ? 2022, 2023 ? 2022. La plupart des visites sur 2022. Et je crois qu'on commence à parler du projet fin 2021 même. Ok. Et sur 2022, on fait des tonnes de visites de partout. Donc déjà, il faut avoir conscience que c'est long. Ah, c'est hyper long. Et comme ça, moi j'ai vu sur, je sais plus où, sur un de vos sites, devenez châtelain en 1 an, un truc genre tout va être fini en 1 an. Je me suis dit, mais ils sont sérieux? Quand même, attends, je sais pas, ils viennent pas de nulle part, ils connaissent le jeu. Bon, il y a un petit effet marketing, j'imagine. Ils pensent pas sérieusement qu'ils vont transformer ça en un domaine en 12 mois, c'est incroyable. Bon, en septembre 2024, ouais. C'est les premières vraies locations stylées qui démarrent. J'espère que tu vas pas me dire on n'a pas le choix parce que de toute façon le samedi 15 septembre il y a un mariage, ils ont déjà réservé, ils sont sur plan. Mais il y a des gens qui viennent visiter là et qui se marient l'année prochaine. What? Ouais. 2025. Ok. Il faut se projeter quand même. Faut se projeter. Alors ce que je n'ai pas dit c'est que il y a quelques semaines, je t'ai invité sur le podcast. Il y a quelques semaines, t'as vu que j'étais pas loin. Aux eaux de la Flèche. Ouais, pour les 1 an de mon fils. Et puis, tu me dis, mais ça tombe bien parce que le domaine n'est pas loin. Vas-y voir, il y a quelqu'un sur place, etc. Donc, je suis allée voir. J'ai fait une story, mais on mettra des images sur le montage pour que vous voyez un petit peu à quoi ressemble le château. Mais donc, c'est un château en ruine, dans lequel a eu lieu le tournage de comment s'appelait le film, L'homme au masque de fer, avec Depardieu, DiCaprio, etc. Je t'entendais dire dans des podcasts, c'était génial, il y avait une partie gîte qui était louée. Faut pas s'imaginer, c'est le truc claqué quoi. C'est claqué au sol la partie gîte. La déco, ouais. Oui. La déco. Après... En fait, le sujet, il est là, c'est que moi je te reprends sur Château en ruine. On en a visité des châteaux en ruine. Et la vraie ruine, c'est quand les toitures, elles sont touchées. Parce que quand la toiture, elle est touchée, il suffit de quelques jours, hein, une tuile qui est partie, un peu d'eau qui coule sur une charpente qui se troue, la charpente qui tombe sur le plancher qui s'effondre, les murs qui s'effondrent, et en 2 ans, t'as plus rien, quoi. Et donc, on en a visité des comme ça. On a visité
Je crois qu'elle est encore en vente d'ailleurs, l'abbaye de Belle-Étoile. Magnifique nom. On est sur une ruine d'abbaye à 2 heures de Paris. Il y a des sculptures partout, des trucs dingos, mais tout est en ruine. Et c'est ça qui coûte cher, en fait. Ce qui coûte cher, c'est de refaire des toitures, de refaire des charpentes, de refaire des planchers. Nous, on n'a aucune toiture, aucune charpente, aucun plancher à refaire. Donc, oui, l'intérieur est claqué. Il y a eu des choix de déco, en plus, très, très discutables. Ouais, mais c'est marrant parce que tu te balades dans ce truc-là, et puis tout d'un coup, t'as une douche. Qui vraiment, je pense, est fonctionnelle et qui sert. Et là, c'est encore... C'est horrible. C'est le contraste et... Attends, c'est... Ouais, ok, d'accord, c'est bizarre. Je parle pas de la partie gîte, je parle vraiment de la partie... Parce que dans la partie gîte, il y a des salles de bain, etc. Elles sont claquées, mais elles sont correctes. Mais dans la partie château, il y a 2-3 toilettes fonctionnelles, 1 ou 2 cabines de douche. Tu te dis, qu'est-ce que ça fout là? Exactement. Vous allez pas les garder, j'espère? Non, on va tout revoir sur les plans du château. Et nous, ce qui nous a frappé, c'est vraiment l'arrivée au château en extérieur, quoi. T'arrives, tu tombes sur un truc imposant. T'as la vue sur le pigeonnier qui est immense. T'as ces grandes bâtisses, t'as cette pierre qui a 700-800 ans, qui a pas bougé. Et c'est ce truc-là où on a eu un effet un peu waouh. Je sais pas si toi, quand t'es rentré, tu t'es dit, ah, t'as eu ce truc. Non, je vais être honnête, moi j'ai pas été sensible. La pierre est belle et je vois que vous pouvez en faire un truc, mais c'est juste que en fait, on va parler des chiffres après, mais l'ampleur, enfin moi j'ai tout de suite vu l'ampleur du truc, quoi. Surtout en plus, j'imagine, j'en suis quasiment sûre que ça doit être un bâtiment protégé, donc tu peux pas faire ce que tu veux. Puis c'est ce genre de demain où les murs font 1 mètre. Ouais, c'est ça. Voilà. Parfois plus. Il y a une porte à un moment donné dans le château où tu ne peux pas passer debout et tu vois que le mur fait 1 mètre. Tu te dis, oh là là, non, sérieux. Déjà, rien que ça, moi, je fais demi-tour. Mais je ne suis pas motivée, c'est pas mon projet. Ouais. Et voilà, c'est un vrai château médiéval. En effet, c'est pas un château type Versailles au 18e, 19e, où il y a des moulures partout, etc. D'où le fait que les rénaux coûtent aussi moins cher que sur certains autres types de châteaux. Et ça touche énormément de gens. Nous, on a fait visiter quelqu'un qui rénovait un autre château pas très loin. Et quand il est rentré dans les combles du château, dans le grenier, il a pleuré. Et c'est ce genre de truc qui... On n'est pas allé jusque-là. Ouais, parce que les combles sont un peu énervés. Il y a 200 mètres carrés. C'est immense et c'est des combles en coque de bateau un peu. C'est très très beau. Donc voilà, il y a une vraie âme. Il y a une âme, ouais. On cherchait un truc qui fonctionne en été comme en hiver. Nous, ce qu'on imagine, c'est re-rendre le mariage d'hiver un peu stylé avec des grands feux dans les cheminées, beaucoup de bougies, beaucoup de miroirs pour ramener un petit peu plus de lumière que ce qu'il y a aujourd'hui. Là, tu me fais rêver. Voilà. Et donc c'est ça qui va faire que ce lieu, il va passer de ce qu'il est aujourd'hui à un des plus beaux lieux de mariage de France, quoi. Vous avez visité combien de biens alors avant de... Je crois qu'on a visité 18. Ok. Ouais, on en a visité 18. Alors, c'était un ancien relais de poste dans la Marne, une ancienne abbaye en Normandie, un château en Champagne. On a vraiment fait plein de trucs. Nos critères, c'était... faut qu'on puisse y aller en en 2 heures, 2 heures et demie maximum. On est quoi, une demi-heure du Mans? On a une demi-heure du Mans. On est à 15 minutes de la gare de Sablé, gare TGV. Et un Paris-Sablé, c'est 1h06 en train. Ah yeah. Donc ça, c'est quand même vachement cool. Moi, mon associé a un podcast qui s'appelle The Big Shift sur la transition écologique. Et avoir un lieu qui respecte aussi l'environnement, qui a un impact carbone faible, c'était important pour moi. Mais en fait, quand tu lances une activité d'événementiel, 80% de tes émissions, c'est le transport, comment les gens vont venir sur le lieu. Donc avoir le TGV, c'était un gros plus, mais c'était pas évident de l'avoir. Non. Donc on est à 15 minutes d'une gare TGV, on a un grand domaine, on a quand même 400 mètres avant les premiers voisins, ce qui est important parce qu'il va y avoir du bruit sur ce lieu. Il nous fallait un grand espace intérieur pour faire une salle de réception. Donc là, il y a la grande grange qui fait 180 mètres carrés. Et une fois que tu coches tout ça, il reste plus grand chose. Et puis il fallait évidemment que ça rentre dans notre budget. Et notre budget, c'était globalement 2 millions d'euros, quoi. Avec travaux. Ah ouais, ça me paraît pas énorme. Non. Donc effectivement, tu pouvais pas te permettre d'avoir un truc totalement en ruine, quoi.
tu pouvais pas te permettre d'avoir quelque chose en ruine. Limite pas tant pour le budget que ça va représenter, mais plus pour le timing pour lancer l'affaire. Sur des projets comme celui-ci, t'as pas un différé. On trouvait pas de banque qui nous filait 2 ans de différé. Ouais. Il nous parlait plutôt de 6 mois. Après, c'était pas la meilleure période pour aller lever. Et on s'est dit, si on a un projet où il faut 3 ans de rénovation pour commencer à rentrer du chiffre, en fait, on n'y arrivera pas. Parce que pendant la période de différé, ça pourra peut-être se faire. On paiera peut-être de notre poche. Une rénovation de château, t'arrives pas à avoir 2 ans de différé. T'arrives pas à avoir de crédit déjà. Oui. Non, mais le financement, on va en parler. Mais déjà, alors, comment vous définissez le budget avec Martin ? C'est intéressant. On se dit que, un peu comme dans l'immobilier classique, où on a fait de l'immobilier plutôt à cash flow, enfin, moi, personnellement, Martin est plutôt ville moyenne, un peu plus passif. On veut pas quelque chose de trop proche de Paris, parce que plus tu t'approches de Paris, plus ça devient cher, et je pense difficile à rentabiliser. Mmh. On voit qu'il y a des châteaux à tous les prix, à 400 000 euros comme à des dizaines de millions d'euros. Mais on se dit que plus ça va être cher, plus ça va être difficile à rentabiliser. Donc le budget, c'est de se dire, on est capable de faire 20 mariages, 25 mariages à 15 000 euros si on fait un beau lieu. On a évidemment fait notre étude de marché. Moi, j'ai appelé 48 domaines différents. J'ai entendu dire ça. Mais 15 000 euros, d'ailleurs, c'est intéressant. C'est parce que j'ai beaucoup de gens autour de moi qui se sont mariés. Donc, tu as le prix de la location de la salle. Et puis après, en fait, c'est « Ah, bah, vous voulez que le poteau il soit décoré ? Ah, bah. C'est ça. Ah, bah, vous voulez des petites bougies le long de l'allée ? Ah, bah, c'est un petit peu plus cher. Ah, bah, vous voulez aussi la petite zone pour le cocktail, l'orangerie, machin. Ah, bah, c'est un petit peu plus cher, machin et tout. » Et donc, 15 000, c'est quoi ? C'est le prix moyen avec toutes les à côté, location de quelques chambres, etc. Moi, j'aime bien un peu le forfait, un peu all-inclusive. Ouais. Où, en effet, tu vas pas proposer 15 000 options, etc. Tu vas pas non plus imposer ton traiteur sur lequel tu prends 50% de marge, etc. L'idée, c'est plutôt qu'il y a un très beau lieu, que tu puisses proposer quelque chose d'un peu clé en main à un couple parisien, trentenaire, qui a pas non plus beaucoup de temps à consacrer à l'organisation, tombe amoureux du lieu, il a envie de se marier là-bas, tu lui proposes un truc un peu clé en main déjà, et en effet, c'est autour de 15 000 euros sur les beaux lieux comme ça. Okay. Et t'as un peu tout inclus, t'as une partie de la déco qui est déjà là, t'as peut-être un véhicule pour aller chercher des gens à la gare, t'as la vaisselle qui est déjà sur place, et c'est vraiment comme ça qu'on le voit. Et t'as de l'hébergement, t'as peut-être 50 couchages sur le lieu, quoi. Ok. Mais qui sont inclus dans le forfait ? Qui sont inclus dans le forfait. Ah ouais, donc en fait, de base, tu loges tous tes invités. À 50 couchages, on est plutôt sur des mariages autour de 150, tu vois. Donc après, on a des gîtes avec lesquels on est en train de tisser des partenariats autour, même à 10 minutes à pied. Mais tu peux potentiellement héberger quasiment tout le monde autour de ton domaine. Ouais. Non, mais c'est parce que souvent c'est en plus, les mariés vont financer quelques chambres, il y en a pas toujours énormément, peut-être 10-15 chambres, tu vas avoir les témoins et la famille, et puis après les autres se il est pas facile à comparer le pricing de tous les mariages, donc moi je me suis fait un immense Excel, j'ai pris tous les chiffres, j'ai essayé d'analyser, le plus dur c'était le taux de remplissage, je leur demandais plein de dates, je changeais d'avis 15 fois. Et à la fin, j'avais un truc qui était où je savais à peu près sur 2024, 2025 où est-ce qu'ils en étaient dans les bookings. Et ça m'a permis de voir à peu près quel chiffre je pouvais faire. Et on est parti du coup à l'envers pour ce budget. Alors, quel est le taux de remplissage moyen d'un domaine ? Et ben les beaux domaines, ils sont pleins tout le temps. Les 52 week-ends de l'année ? Non, pas les 52 week-ends 45, sur les. Ils vont être pleins sur tous les week-ends de haute saison. D'avril à octobre. Ouais. Donc sur une trentaine de week-ends, ils vont être pleins. Et après, il y en a qui arrivent à jouer la carte de l'hiver ou non. Il y en a qui ferment complètement parce que de toute façon, ça vaut pas le coup d'un point de vue énergétique d'aller chauffer, etc. Quelques rénovations peut-être aussi sur cette période-là. Et il y en a qui choisissent d'ouvrir et qui vont réussir à louer, faire des mariages d'hiver, faire des belles cérémonies pour Noël le jour de l'an, etc. Ça chiffre assez bien sur ces périodes-là aussi. Et après, il y a du séminaire en semaine. Souvent, ils combinent les deux. Et c'est comme ça qu'on a imaginé. Donc toi, t'es parti sur une base de 30 week-ends à 15 000 ? À peu près 25 plutôt. Ok, ouais. Alors attention, je vais sortir ma calculatrice. Tu peux. Ce qui est difficile, c'est de donner des chiffres en fait où à nous, chaque année, ça évolue, tu vois. On s'est pas dit que l'année prochaine, on allait faire 30 week-ends. Mais peut-être qu'en 2030, on va les faire.
Et donc après, moi, tu m'as demandé du coup les chiffres, donc j'ai réfléchi à des chiffres à un moment un peu charnière où dans 4-5 ans, on est bien opérationnellement, on est bien en termes de Quand marketing. Vous êtes en vitesse et tout. de croisière. Vitesse de croisière, quoi. Vitesse de croisière, 25 mariages, on peut se dire. Ok. Et donc, auxquels s'ajoutent les revenus de séminaire? Exactement. À peu près, Ok. on peut se dire une vingtaine de séminaires aussi. Et donc, sur votre BP, il y a quoi sur la ligne revenu? Ouais. Bah, il me semble qu'on est à peu sur la. Attends, je vais me le sortir. Comme ça, je te dis pas de bêtises. Parce que là, sur juste les mariages, on était à 375 000. Tu me dis 20 séminaires, 4 jours, peut-être on doit en vitesse de croisière, on s'était dit 20 à peu près, tu vois. Ouais. On s'est dit 20, ça veut dire que tu as encore grosse moitié de ton année où c'est vide. Ouais. Tu te fais 20 mariages à 15 000 euros, plus 20 séminaires à 10 000. Ouais. Et tu es à 500 000 euros de chiffre d'affaires. Ok, un demi-million. Ok. Voilà. Et tu visais quoi comme renta? Je visais pas vraiment une renta. Honnêtement, c'est pas comme ça qu'on s'est lancé. En revanche, on savait que si le projet il coûtait plus de 2 millions, 2 millions et demi, ça devenait difficile à rentabiliser sur ce modèle-là. On se voyait pas faire un lieu hyper luxe. Il y en a qui existent, en fait, des bâtiments qui n'ont pas de valeur. J'ai reçu un pitch deck récemment pour un magnifique château à Cannes, vu sur la mer, machin. Enfin, ça n'a plus de valeur, ça vaut des dizaines de millions. Il y a l'abbaye des Vaux de Cernay qui a été retapée récemment par Paris Society, Laurent de Gourcuff qui a été reçu chez Mathieu récemment. Honnêtement, il a pas donné les chiffres sur l'abbaye. Moi, j'ai des infos par-ci, par-là. Mais pareil, c'est peut-être 50 millions entre l'acquisition et la. Et moi, je sais pas comment on rentabilise un projet comme ça. Donc, je suis resté sur les trucs que je connaissais, à savoir, tu vois, en fait, la ville où j'investis à Noisiel, du coup, en Île-de-France. On est à 15-20 minutes de Paris, et c'est les premières villes qui sont pas chères, pas loin de Paris, tu vois. C'est exactement ce que j'ai fait. C'est quoi les châteaux les moins chers qu'on puisse trouver, mais quand même en louant bien, à des bons prix. Et c'est sur cette base-là. Donc, on s'est dit, si on trouve un château entre 500 000 et 1 million d'euros, et que sur un projet global, on est à 2 millions, 2 millions et demi, on arrive sur une bonne renta qui nous permet de vivre, qui nous permet potentiellement de rembourser les investisseurs sous 6, 7, 8 ans. Ok. En brut, on est à 25 sur le papier, tu vois, 25% brut. C'est bien, d'autant que... Alors, c'est plus de charges qu'un projet immobilier classique parce qu'il y a tout l'entretien du domaine. Il y a des employés, c'est ce qui coûte le plus cher. Alors, du coup, c'était marrant. C'est une question que j'avais. Est-ce que déjà à l'origine, vous aviez dans l'idée de travailler l'un de vous deux ou vous deux là-bas, ou vous allez mettre un directeur sur place et forcément peut-être quelques salariés? Je parle même pas, on est d'accord, alors peut-être les gens ne le savent pas, mais tout ce qui est traiteur, etc. Ça, c'est de la prestation. C'est de la prestation. C'est les mariés qui font venir leur propre... donc ça, ça rentre pas dans votre poche, et puis c'est pas non plus des coûts pour vous. Non, c'est même plutôt des revenus, parce que tu peux faire des propositions de photographe, DJ, traiteur, etc. et avoir un petit cut sur cette partie-là. Donc ces revenus-là, tu vois, on les a pas... On n'a même pas comptabilisé. Quand tu présentes un dossier aux banques, aller leur expliquer ça, c'est un peu compliqué. On a une autre partie exploitation qu'on imagine en format bootcamp. Tu me demandais aussi un peu les raisons pour lesquelles j'investissais dans ce château. C'est aussi un sacré outil pour, en tant que podcasteur, pour rencontrer sa communauté, faire des bootcamps IMO, ce genre de choses. Donc on a très envie de pouvoir proposer ce lieu aussi à des créateurs de contenu. Moi, je mets ça dans la case séminaire. Exactement. C'est la même chose. C'est en gros un besoin entreprise en semaine de se rassembler. Après, peu importe le. Mais je suis un peu convaincu que en fait, sur ce type de bootcamp qui est un peu différent du séminaire, on va pouvoir aller chercher des chiffres. Si tu proposes un clé en main à un très gros influenceur, en lui disant tu vas vendre des places un peu high ticket et qu'on fait du 50-50 sur ce truc-là. Bootcamp. Moi, je suis plutôt sur les masterminds. C'est plutôt ou mastermind, finalement, c'est un peu ça, ouais. Donc, tu viens avec quelques clients un peu VIP, tu proposes une expérience très sympa. Ok, d'accord. Donc, je pense qu'on a été très conservateur sur les revenus, sur cette partie-là. Et après, tu me demandais sur les charges. On a directement prévu deux postes temps plein. Ouais. Donc un poste temps plein qui soit
un couple ou une personne qui soit genre gardien du château, qui fasse les visites, qui gère les accueils de groupes de prestataires, etc. Et un ou une general manager qui vraiment va développer des partenariats, va avoir les gens au téléphone. Et ça, c'est nos 2 postes qu'on a prévus parce qu'on n'a pas envie de... avec Martin, c'est pas le projet de notre vie, en fait. C'est un projet exceptionnel, on en rêve, on est heureux de sauter dans notre rivière quand on y va, mais c'est pas le projet de notre vie, on est assez fou pour aller en racheter un l'année prochaine, quoi. Ok. Et tout ce qui concerne, tu as l'entretien par exemple du domaine, ça c'est la presta pure, vous imaginez pas avoir un employé? Alors le gardien sur place fait une partie de l'entretien, j'entends l'espace vert, et après il y a des prestats pour ménage et changement des lits, etc., comme on peut le voir en location courte durée. Ok. Donc, donc dans la définition, j'en reviens à ça, mais dans la définition donc, du prix de ce que vous cherchez à la base, il n'y a pas cette idée de on veut cette rentabilité minimum. Non. Ok. On adore faire des BP avec Martin, donc à chaque fois qu'on sort d'un lieu, on sait que si on tombe sur un lieu déjà à 2 millions d'euros, à moins qu'il n'y ait vraiment rien à faire, on n'arrivera pas à le rentabiliser, quoi. Donc quand on y va, en général, on prend ma petite 208, on arrive sur place, on visite, on se fait kiffer, on met des coups de bâton pour découvrir le domaine avec des orties partout. C'est un peu notre petite vie d'aventurier pendant 1 an à aller faire ces visites le week-end. Et ensuite, on rentre en voiture, on lance un enregistrement et on se fait le BP, on se fait 2 heures de BP, quoi. Oh putain, mais je fais ça avec mon mec tout le temps. Ouais. Et on adore ça, on a plein d'audios qu'on n'a pas exploités. À tel point que, typiquement, alors surtout mon chéri Benoît, il adore faire ça. Et moi, je lui dis, c'est un des nombreux projets qu'il a pour les mois à venir de lancer une newsletter où tu vois ce qu'il ferait sur un bout de papier, sur un resto, en vacances. Ah tiens, loueur de vélo, est-ce que c'est intéressant? Je mets les chiffres, etc. Et en fait, faire une newsletter que de ça, de décryptage de... Les gens adorent. Mais je sais que ça marcherait du tout. Il fait ça tout le temps. tout le temps, il fait ça pour lui. Il y a un créateur qui s'appelle... En tout cas, il commence par Hey Basil ou Hey Basilou. Et il fait ça sur un tableau. Et ça gagne combien un grec, tu vois, un kebab. Ça. Et il lance le truc. Alors, franchement, les chiffres sont ultra simplifiés pour que ça corresponde à TikTok, tu vois, à l'audience TikTok. T'es obligé, mais en fait, c'est de l'éducation, en fait, à la finance d'entreprise pour comprendre un petit peu est-ce que c'est intéressant ou pas. Tu vois, nous, on a racheté une laverie, en fait, vraiment, on a envie d'éduquer à, c'est quoi les bases de la finance. Est-ce que c'est plus intéressant d'ouvrir un kebab qu'une laverie. Bon, c'est pas du tout les mêmes implications personnelles, mais bon. Non, mais en fait, parce que il fait ça pour tout, quoi, tout le temps. Donc, c'est cool. Donc, j'en reviens à ces 2 millions d'euros. Est-ce que vous savez, vous, ce que vous pouvez mettre en fonds propres? Est-ce que c'est aussi un critère? Est-ce que vous dites, ok, clairement, à tous les deux, on peut pas sortir un demi-million en apport. Donc déjà, on exclut quand même un certain niveau de projet. On n'a pas envie de mettre un très gros apport. De base, on se dit quand même, quand on se lance, on connaît pas la santé financière de l'un et de l'autre, tu vois, mais on se dit, est-ce que tu es capable de mettre 50, 100 000 euros sur le projet? On se dit tous les deux, oui, on est capable de les mettre. Et après, on se dit qu'on irait chercher de la banque... on ira chercher de l'argent auprès de la banque et ou auprès de notre communauté. Donc, s'il faut, vous, déjà, vous avez 200. Ça, worst case, on aurait fait ça, ouais. Ok. Vous les avez pas mis, finalement? On a mis 100. Ok, pas mal. Ouais. Bon, je suis pas encore à cette partie. J'ai d'autres questions. Le château, il est à combien en prix quand vous le visitez? C'est quoi le prix de base? Il est à 750 000 euros plus 30 000 euros de frais d'agence. Moi, j'ai l'impression que ce genre de bien, c'est forcément négociable. Enfin, en fait... Alors, il était affiché 820 000. Ah, il est affiché 820 et vous le négociez 750. Et on l'achète 750. Ouais. C'est pas une grosse négociation? Non, c'est pas une grosse négo, mais il y avait beaucoup de monde dessus. En fait... il était en vente depuis combien de temps? Il venait d'être mis en vente dans la journée. Ah, ok. Il était arrivé sur le marché. On l'avait même pas vu passer... Quelqu'un avait signé un compromis. Okay. 3 mois après, il n'est pas venu chez le notaire. Du coup, il a été remis sur le marché. Okay. Et dans la semaine où il a été remis, il y avait plusieurs visites et plusieurs offres. Et notre offre a été choisie. Alors,
On a bataillé avec Martin, on a fait des vidéos qu'on a envoyées à la famille, parce qu'il y a 7 personnes. C'est souvent des bâtisses qui appartiennent à pas mal de monde. Donc il faut pouvoir convaincre tout le monde. Et le prix est pas forcément en fait le critère numéro 1. Nous, on leur présente le projet qu'on imagine pour ce château et eux, c'est un peu le projet qu'ils auraient aimé que leurs enfants fassent. Ouais. C'est quoi le motif de la vente du coup C'est des familles qui font pas forcément de business, qui ont hérité de ces biens-là et qui ont d'autres en fait châteaux, qui ont plus de terres et ils se séparent petit à petit de ces différentes bâtisses. Et là, le sujet, c'est que le couple qui vivait sur place n'arrivait plus à vraiment... C'était beaucoup de travail. Ils entretenaient tout seuls à 2. Et ils avaient juste les revenus du gîte? Ils avaient les revenus du gîte et ils travaillaient temps plein tous les 2. Ah ouais. Et le soir et le week-end, ils tondaient la pelouse et ils nettoyaient le château. Oh, mais donc ils voulaient arrêter ça, quoi. Ouais. Et c'est les vendeurs étaient la famille directement issue. Le truc avait jamais été revendu à un moment donné? C'était resté dans la famille? 400 ans que c'était dans la famille. Incroyable. Ouais. Donc ils ont vu Leonardo DiCaprio. Complètement. Ouais. Non, mais voilà. Bon, on peut arrêter le podcast. Tout ce qui m'intéressait. Mais attends, parce qu'il va revenir, Leonardo. What? On va le faire revenir, c'est ça le projet. Ok. Non, tu seras invité. Ok, tu vas le faire revenir, mais j'imagine pas pour retourner l'homme au masque de fer 2. Non, je pense pas. Okay. Je pense pas que ça soit en projet. Tu veux l'inviter en... Ok. À une grande soirée de lancement. Non, mais en vrai, je suis sûre que si tu fais une belle vidéo, et je sais pas comment ça arrive jusqu'à lui. Je pense que tout le projet média autour de ce château, ça va être ça. De faire revenir Leonardo dans la Sarthe. Oh yeah. Et si on est beaucoup à y croire et à suivre, on va réussir à créer un truc. Vous allez la faire tout seul, la com, ou vous avez envie de travailler avec une agence? Non, on cherche quelqu'un. On cherche quelqu'un plutôt à recruter. Aujourd'hui, sur le BP, on a un budget freelance. Finalement, on se dit qu'avoir un très bon alternant, par exemple, sur cette partie-là, qui soit une pépite. Donc, si vous voulez mener la campagne médiatique Bring Back Léo to Sarthe, mais c'est ça. Vous envoyez une candidature à Jérémy. Franchement, je pense que va y avoir... moi, l'idée que j'ai aujourd'hui, c'est ça, où sur les réseaux, on fait gagner des places pour cette fameuse soirée incroyable qui sera en 2026, tu vois. Où on a prévu de ramener Léo. On fait gagner des places. 2026. Vous comptez ouvrir et l'exploiter un petit peu avant de faire... Ouais, il sera ouvert dès septembre 2024. Mais tout sera retapé sur le domaine en été 2026. Attends, septembre 2024 ? Ouais. C'est dans 5 mois ? C'est dans 5 mois. Mais les travaux commencent vendredi, Jérémy. Ouais, Jérémy, je veux te secouer. Il termine en août. Michael, il termine en août. c'est le gars qui gère les travaux. Je me doute, coup de pression, Michael. Ok, d'accord. Donc, ok. Tu vois, moi, dans ma tête, j'avais forcément imaginé que le truc avait été en vente depuis longtemps. Vous avez potentiellement fait une belle grosse réno, etc. Négo, pardon. Négo, ouais. Ouais. Mais non. C'est le cas de beaucoup. C'est le cas de la plupart des châteaux qu'on a visités. Où en effet ils sont là depuis 1 an, 2 ans, 5 ans. Les gens sont pas pressés en plus. Quand tu vas visiter, l'agent immobilier il vient même pas avec toi. Il te dit bah allez-y, c'est ouvert, un peu comme je t'ai fait quand tu y allais. Et toi t'arrives là, tu sautes la barrière, tu rentres et tu visites par toi-même. Ça vous est déjà arrivé de faire des visites comme ça? Alors bonne anecdote, ouais, on a sur l'abbaye justement de Cerisy-Belle-Étoile, on a... Ah oui, mais si elle était... Elle était en ruine. Et en ruine, écroulée, effectivement. Alors attendez, je vais récupérer les clés auprès du propriétaire. En effet, l'agent nous a dit, je pense qu'il y a tellement de gens qui veulent visiter par curiosité, parce que c'est des lieux magnifiques. En fait, c'est des lieux d'urbex. Je sais pas si vous voyez les photos. L'urbex, c'est les photos de bâtiments abandonnés ou de ruines, etc. Et c'est une vraie tendance à côté du ruin porn. J'ai appris ça aussi. Moi, j'ai découvert le real estate porn. Eh ben, le ruin porn, c'est genre j'aime voir des ruines de châteaux et je scrolle et j'adore les vidéos de rénovation, de machin, etc. Et du coup, on visite Cerisy, on arrive, on saute à la barrière, on est conquis par ce qu'on voit. Moi, ma voiture, je la gare sur le petit champ à côté. Le domaine ou l'abbaye, là? L'abbaye. Ouais. Et donc on fait notre visite avec Martin, on est vraiment c'est le seul autre bien sur lequel on s'est positionné. Et quand on ressort, il fait nuit.
Moi, j'ai un vol le lendemain matin à 5h du matin et le garde-chasse ou le voisin a enfermé notre voiture derrière une barrière. Impossible de sortir, tu vois. Alors, on se dit, c'est pas grave, on va traverser le champ avec la voiture. Donc je prends la voiture, on est en mode 4x4 dans la boue du champ pour essayer de sortir. On s'embourbe 1 kilomètre plus loin. Donc on sort la voiture, on fait demi-tour et on finit par réussir à démonter le portail avec Martin à la lumière des phares et à rentrer chez nous en pleine nuit. Donc c'est ça les aventures qu'on a vécues pour arriver. Et quand même, une fois qu'on était crevés, qu'on avait réussi à dégonder le portail, machin, on lance notre enregistreur et on fait notre BP sur cette ruine d'abbaye, quoi. Et là, juste par curiosité, le prix de vente, c'était à combien et l'offre que vous aviez faite, c'était à combien? Elle était là depuis longtemps. Elle a été affichée 500 000, mais je pense qu'on aurait pu l'acheter beaucoup moins cher. Avec une belle négo, peut-être 400 000 ou en dessous. Et on a en fait... on a fini par pas faire d'offre parce qu'en fait l'agent IMO nous disait qu'on pourrait acheter les terrains des voisins et on n'a jamais réussi à s'entendre avec les voisins. Ouais, okay. Il nous manquait un endroit pour faire un parking qui soit un peu caché. Donc là, tu devais faire un parking mais en face de ta bâtisse. Donc ça avait pas trop de sens. Et il nous manquait ce petit élément-là, tu vois, qui était un des facteurs. Ouais, il y a beaucoup de critères. Un des critères qu'on n'avait pas mis dans notre liste, ouais. dans notre master list. Mais oui, mais je veux dire, mais en fait, t'y penses pas. Oui, il nous faut une grande salle. Oui, il nous faut un domaine. Il nous faut un parking, mais qui soit pas devant le château. Et ça faisait 3 hectares. 3 hectares, tu te dis, c'est quand même 30 000 mètres carrés. On se disait que c'était suffisant, mais en fait, 3 hectares, c'est pas suffisant. Non, je trouve ça. Ouais. Donc voilà. Donc là, on est sur 12 hectares et on a de quoi faire quelques parkings. Ok. Alors, vous faites cette offre. Vous mettez une condition suspensive. Vous mettez combien de temps pour J'imagine en 3 mois, vous pouvez pas. On visite en avril 2023. Ouais. On s'entend et on signe en juin. Ouais. Et c'est là que on commence à... Genre, la bonne période pour déposer des dossiers bancaires. C'est parfait. C'est formidable. et on demande une signature en février. Ah oui, on demande février, volontairement une vente longue parce qu'on sait que ça va prendre du temps. Ah oui. Et ils refusent. Ils refusent que ça soit si tard. Donc, on finit par accepter septembre. Septembre ? Ouais, fin septembre, je crois. En se disant, bah voilà, on va tout donner. C'est l'été ? Ouais. Pour avoir fait 2 fois des financements où il y a eu l'été entre les deux, mais c'est une galère. Et puis en plus, pour un projet aussi complexe que ça... Bah, ce qui devait arriver arriva. On n'a pas de crédit en septembre. Ouais. On n'a pas lancé de crowdfunding ou quoi que ce soit d'autre. En revanche, on a bien compris auprès des banques qu'il faudrait plus d'apports que ça sur un projet comme celui-ci. Donc, on a entamé un process de levée de fonds. Donc, il y a le crowdfunding et la levée de fonds qui sont deux financements différents. Donc, en fait, durant l'été, moi, j'envoie un message à tous les invités du podcast, je crois. Tous ceux avec qui j'avais le numéro de téléphone. Ça m'arrive même de pas prendre le numéro de téléphone. C'est terrible à quel point je suis mauvais en réseau. Mais moi aussi, ça m'arrive, je peux toujours mais tu vois, j'ai des potes qui sont très réseau, très développement de réseau et tout, et de temps en temps, je parle avec eux, ils me disent, mais pourquoi tu tisses pas plus de liens avec ces invités et tout, t'as un réseau exceptionnel en IMO. Et en fait, je me rends compte qu'au bout de 3 ans de podcast, bah, alors oui, il y a des personnes avec qui je discute, comme avec Martin, hein, tu vois, ça sort du podcast quand même, cette association. Mais j'ai jamais vraiment réactivé. Et je me dis, bah, tu sais quoi, le château, c'est aussi un moyen de réactiver tous ces gens. Donc je les invite à une soirée à Paris. J'organise une soirée qui est la soirée de présentation du projet. Petite soirée privée, on organise, on fait venir, on fait même pas venir un petit traiteur, on ramène les trucs nous-mêmes et tout. Et à la fin, on leur propose du coup de co-investir avec nous dans le château. Tu veux les chiffres? Ouais. Du coup, on a signé du coup à 750 000 euros. Et il faut qu'on valorise cette société. Donc, combien ça vaut une société à savoir, bah, t'as passé 1 an et demi à faire des visites, t'as trouvé ton bien, tu vas engager énormément de travail. C'est une société commerciale ou c'est une société commerciale, une SAS. À ce moment-là, il y avait que la SAS, mais finalement, on a acheté avec une SCI qui est détenue par la SAS au-dessus, qui est détenue par nos holdings au-dessus.
et qu'on a créé à l'occasion. On n'avait toujours pas de holding avec Martin, mais on s'est dit que c'était l'occasion de. En tout cas, c'est très bien d'avoir dissocié l'immobilier, la détention du bien et la société qui va en fait générer les revenus, enfin encaisser les revenus, quoi. C'est un modèle assez classique et c'est un schéma et un problème mathématique qui est extrêmement difficile à résoudre à la fin pour savoir qu'est-ce qui va être le plus intéressant. Ça implique des sujets de TVA, des sujets d'actionnariat, c'est très très complexe quand même cette partie-là. On se fait accompagner par des avocats, des comptables avec lesquels Martin a déjà travaillé, etc. Donc c'est plutôt pratique. C'est Martin qui gère vraiment cette partie juridique, administrative, financière. Et du coup, on valorise la société à 2 millions d'euros. Ok. Et on lève 551 000 euros. Donc pour 22%, donc on libère, on fait une augmentation de capital et on libère 22% contre 551 000 euros qui viendra constituer notre apport, en plus de l'argent qu'on met nous. D'accord. Donc en fait, vous achetez quasiment cash On pourrait presque, acheter cash, parce qu'on a 551 plus 100 000. Il manque quand même 200 000 avec les frais de notaire, etc. Mais donc ça, c'est notre première enveloppe. Ce qui est assez chouette, c'est que c'est là qu'on découvre à quel point c'est aussi utile d'avoir des associés. Alors, il y a les associés de mon podcast qui font beaucoup d'immobilier, qui sont très bons sur ce sujet-là, mais on communique sur LinkedIn cet été et on fait beaucoup de bruit. On fait plusieurs millions de vues, je crois, sur nos posts LinkedIn quand on annonce ce truc. Et on se retrouve à avoir des contacts de Ronny Turiaf, qui est un joueur de NBA, par Bruno Maltor, qui a 2 millions de followers sur les réseaux. Et du coup, on a en fait un pool de 33 associés là-dessus, qui sont tous aussi sympas et utiles les uns que les autres, parce qu'on a eu le choix parmi beaucoup plus. On fait un post LinkedIn. Sur la soirée de levée de fonds, on fait à peu près 750 000 euros de promesses d'invest. Après, on fait passer un questionnaire, tu vois, et on a 750 sur les 550 qu'on cherche. Et on fait un gros post. Martin fait un gros post LinkedIn et on fait 800 000 euros de promesses avec le post LinkedIn. Donc là, on a 1,5 million de promesses et maintenant, c'est à nous de garder ça actif parce que en fait, finalement, la levée de fonds s'est fait que 2-3 mois après, donc on avait perdu un peu de monde. Mais surtout, on a pu sélectionner et prendre des gens avec qui ça matchait vraiment, quoi. Nous, on voyait déjà les soirées investisseurs qu'on ferait au coin du feu où on se raconterait des histoires et on voulait que ça soit sympa et en plus que les gens aient des choses à apporter, quoi. Dans les gens qu'on connaît, certains sont passés sur mon podcast aussi, Anthony Poncet. Ouais, tout à fait. Qui a son podcast, Nicolas Decodin d'Avenue des Investisseurs, il y a peut-être d'autres noms, je pensais à eux deux, mais... Ouais, il y a Thomas d'Investir Simple aussi. Tout à fait. Dorine et son mari des Investisseurs Sereins. Et après, il y a typiquement pour la soirée, donc on avait fait ça dans une galerie d'art, mais la galerie était vide. Donc c'était un peu tristounet, tu vois. Et je me dis, ça serait chouette d'avoir un artiste qui vienne exposer. Et s'il faisait un peu de l'urbex ou un truc, tu vois, typiquement des châteaux un peu en ruine et tout, ça pourrait être sympa, tu vois. Alors, c'est vraiment l'action à 0 ROI, tu vois. Donc je me mets à appeler des artistes juste pour avoir des belles photos sur le mur, tu vois. Et finalement, ça se fait plutôt vite. J'ai un artiste très suivi qui s'appelle Jonk, que vous pouvez aller suivre sur Instagram, qui fait des... J-O-N-K. Et Jonk, il a lancé un mouvement qui s'appelle Nature Forte. Donc il prend des photos de bâtiments sur lesquels la nature a repris ses droits. Et c'est magnifique. Et je le contacte, il est pas très loin. Il me dit, vas-y, si tu veux. Je lui dis, il y aura une 50aine d'investisseurs IMO qui seront là pour découvrir ton travail, etc. Et donc, il vient exposer ses œuvres. Et du coup, il suit le pitch qu'on fait avec Martin à la soirée, etc. Et à la fin, il me dit, ça m'intéresse bien ton truc. Moi, je suis photographe depuis 6 ans, mais avant, j'étais trader. Et je suis chaud, tu vois. Et donc, Jonk rejoint l'aventure à ce moment-là. Et c'est trop bien aussi parce que Jonk, il organise des voyages. Il emmène les gens à Tchernobyl, par exemple, pour faire de la photo ou sur des lieux comme ça. Et demain, il peut s'imaginer un bootcamp au château où il fait venir sa communauté et il propose aux gens de prendre en photo le moulin en ruine, le château, etc. Donc, on crée énormément de valeur avec ce premier groupe de 33. Mais alors, du coup, septembre, tu te retrouves à dire au propriétaire, on n'a pas le financement. Ouais. Et quoi, il vous laisse un délai, du coup Mais on a plus d'apport. Ouais, on décale la date.
Donc ils acceptent quand même. Ils acceptent disent, de décaler la date. Soit on recommence le process, soit on décale un petit peu et c'est très difficile. Honnêtement, on se présente à eux, ils avaient refusé initialement de faire une vente longue. Et quand je dis qu'ils avaient refusé, c'est qu'ils ont quitté la salle de notaire la première fois. Donc on signe le lendemain parce qu'ils se rendent compte que eux, ils sont pas prêts à attendre jusqu'en février pour signer. Donc là, on vient les voir. On n'est pas très fiers avec Martin, mais on a clairement tout donné. On a engagé une levée de fonds, donc on a de l'apport. Après, mais la levée de fonds, vous l'avez fait genre in extremis avant justement de... Non, elle était déjà prévue. Par contre, on l'avait pas signée non plus parce qu'on s'est dit, au cas où ça nous passe sous le nez, on veut pas avoir engagé... on avait déjà engagé quand même des frais d'avocat, des frais sur la soirée, etc. Mais ça restait quand même limité. Si tu commences à faire ta vraie augmentation de capital et tout, et t'as toujours pas le bien derrière. Donc il fallait que ça fonctionne. À un moment, il fallait être sûr d'avoir le bien pour le faire. Donc finalement, tu fais tout à la fin. Ouais. Tu clôtures ta levée de fonds. Et donc on gagne quelques mois. On redécale la date à décembre. Ouais. Ils acceptent pour décembre. Et finalement, on n'a toujours pas de financement. En décembre ? Bancaire. Attends, je comprends pas. T'arrives avec 650 en apport sur un projet. Au total, vous demandiez combien ? Au total, on demandait 2,4 millions. Parce qu'il y a un projet cabane qui arrive après. Ça nous permettait de faire les cabanes dans la forêt. Vous demandiez 2,4 millions. Non, c'est alors le projet total était de 2,4 millions. Vous aviez 650, vous demandiez 1,8 million. Allez, on va faire simple. C'est ça. Et honnêtement, on fait des dossiers différents pour différentes banques en fonction des délégations, etc. On tente. Il y en a un qui en envoie. Combien de banques ? Le BP, une dizaine de banques. Vous passez en direct ou vous avez un courtier ? Au début, on passe en direct. Après, on fait appel à un courtier. Ok. Mais toujours rien en décembre. À la fin, en novembre, on n'a rien. On se dit que la signature est dans un mois. On demande un nouveau... Vous n'avez pas fait le financement participatif, on est d'accord ? Pas encore, non. Ouais. On demande un nouveau décalage et c'est clairement refusé. Du coup, on se dit, OK, faut qu'on aille jouer la carte du crowdfunding. Que j'avais en tête, en fait. On avait déjà prévu de faire un crowdfunding, d'ailleurs, mais plutôt de 200-300 000 euros, qui permettait surtout de faire du marketing autour de l'OP, de enfin proposer quelque chose à la communauté. Et pourquoi vous ne l'avez pas fait finalement ? On allait le faire, tu vois, mais on l'avait prévu pour la fin. Et on n'avait pas lancé. En fait, la prio, c'était vraiment la banque. Et on s'était dit qu'on le ferait après. Peut-être même qu'on le ferait après l'acquisition, en fait. Pour payer un peu plus de travaux, par exemple. Donc, vous vous retrouvez en last minute, c'est-à-dire à quasiment un mois de la date butoir, à faire un crowdfunding. À lancer le crowdfunding, Ok. Est-ce que quand vous lancez le crowdfunding, les gens ont conscience de cette urgence, que vous êtes un peu aux abois ? Est-ce que vous êtes transparent sur les mecs, si on n'y arrive pas, en fait, il n'y a pas de projet ? Pas forcément. Honnêtement, Fake it till you make it. Ouais, on communique pas beaucoup sur cette partie-là parce qu'on a des courtiers qui sont... En fait, on a toutes les banques qu'on a... Et c'est pas de pas vouloir dire qu'on n'a rien, mais c'est juste que les banques sont hyper confiantes. Toutes les banques nous disent, vous inquiétez pas, ça arrive la semaine prochaine. C'est sûr, le projet, il est beau. C'est des banques locales en plus. On leur vend, on va faire des séminaires là-bas avec vos équipes, machin. Tout le monde est hyper chaud pour financer ce truc-là. Sauf qu'à la fin... À un moment, ça passe à un comité de gens qui nous ont pas vus en face-to-face. Toujours la même chose. Et ça bloque. Ouais. Voilà. Mais nous, on est convaincus que le financement bancaire, il va arriver, mais on sait pas quand. D'ailleurs, il va arriver. Il va arriver 2 jours après la fin du crowdfunding. Okay. Donc, du coup, on sait pas quand est-ce que ça arrive, mais on se dit, là, on peut plus décaler. Donc, avec Martin, on est là face à ce truc-là. OK, on a engagé beaucoup de temps, beaucoup d'argent. On est toujours convaincus que c'est une belle opération. Est-ce qu'on s'arrête ? Ou est-ce que, en fait, on avance de notre côté par nos propres moyens, on met plus tout notre espoir sur les banques et on trouvera une solution plus tard sur la partie bancaire. On refait un BP plus light où c'est, si on retape juste le gîte et la grange, que le château, on n'y touche pas pour le moment, combien on arrive à faire de chiffres. Donc, tu as un lieu où tu peux faire des très beaux mariages, tu as des extérieurs bien refaits, une belle salle, des beaux couchages sur la partie gîte. Mais dans le château, peut-être que tu as juste la chambre des mariés, et parce que c'est ça qui coûte cher, globalement. Et on refait un BP en se disant... C'est ça qui coûte cher à refaire, tu veux dire ? Ouais. On refait un nouveau BP avec moins de... Tu vois, il y a une petite partie de la toiture qui avait potentiellement à refaire sur la grange. On se dit, voilà, on traitera ça différemment. Donc, on refait un BP light, tu vois. Donc, je crois qu'on est à la version 6.3
mode light, tu vois. On a déjà tout testé. D'ailleurs, on n'a pas parlé des travaux, mais finissons l'histoire du financement et après, on parlera des travaux. Lancer un crowdfunding, ça se fait pas en un claquement de doigts. Non. C'est la même chose qui est demandé qu'une banque, sauf qu'on peut parler sur WhatsApp et Google Drive. Mais sinon, c'est la même chose, en fait. C'est les mêmes... on nous pose les mêmes questions. Plateforme ? En fait, toutes les questions que les banques vont te demander, sur les garanties, sur ta rentabilité, etc., la plateforme de crowdfunding, donc on travaille avec Brix, va te les demander aussi. Juste qu'en effet, les délais peuvent être plus courts. Parce que nous, on avait commencé avec les banques en mai, et on était en novembre, on n'avait encore rien, quoi. Donc voilà, on fait valider notre dossier par Brix, qui valide le fait que c'est viable. On négocie aussi les frais avec eux, parce que les plateformes, il peut y avoir des gros frais, en leur disant qu'en fait, c'est notre communauté qui va financer en grande majorité. Et on se lance sur ce projet la semaine avant la signature. On lance le crowdfunding le mardi et on signe le mardi d'après. Vous avez mis combien de temps à préparer ? On a mis 2 semaines. 2 semaines ? Ouais. Oh, c'est chaud. On a mis 2 semaines. Parce qu'en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que, justement, en plus, c'est ta communauté, mais des fois, on peut avoir l'impression que la plateforme ramène un peu de... Honnêtement, il y a plus de 90%, que ce soit du crowdfunding contre... je sais plus comment on dit, mais des cadeaux, enfin des avantages, etc. Des compensations. Des compensations, ou alors un crowd equity, où là, vous donnez des parts du projet. En réalité, en fait, préparer toute la communication autour de ça, parce que les gens ont besoin de chiffres, les gens ont besoin de visuels pour se décider est-ce qu'ils investissent ou pas. C'est pas une mince affaire. Et du coup, vous aviez peut-être pas les montages aussi, tu vois, le montant de... je suis intéressée par cette campagne. Mais, ok, donc vous la lancez, vous mettez 2 semaines à la préparer. C'est quoi le deal pour les investisseurs ? Alors, tu parlais de la compensation, qui est un modèle. On va t'offrir des cadeaux. Il y a le deuxième qui est l'equity. Tu donnes des parts et ils rentrent au capital. C'est un peu ce qu'on a fait, mais de notre côté avec les investisseurs. Et nous, on choisit le troisième modèle qui existe, qui est un modèle obligataire. Donc là, ils vont être comme une banque. Ils vont te prêter de l'argent et tu vas leur garantir un rendement que tu leur verses mensuellement. Et on choisit du coup ce modèle-là. Donc on leur promet 7% de rendement annuel contre et investissement sur Brix, donc qui peut démarrer à 10 € et 100 maximum. Et on leur met un peu de compensation aussi en disant si vous mettez 1 000 €, vous êtes invité à la soirée de lancement. Vous devenez Cochatelin. Vous êtes Cochatelin à partir de 10 balles. À 390, vous aurez votre... Vous pouvez rajouter ça sur LinkedIn. Votre nom gravé sur une pierre. Tu vois, on crée tout plein de compensations comme ça parce qu'en effet, on a 2 semaines pour créer un effet marketing autour de ce truc. Alors, tu as raison sur le fait que la plateforme, parfois, ça aide pas beaucoup. Brix, ils ont beaucoup de monde. Ils ont 350 000 €. Mais leur meilleur... 350 000 membres. Mais la manière dont ça fonctionne, c'est que pour convaincre les gens, il faut être à 10% en fait. Il y a plein de projets qui sont à 10, 11% sur cette plateforme. Comment vous avez défini les 7 ? C'est toi qui choisis. C'est toi qui choisis globalement. En fait, tu fais une proposition. Et, vous, les rois du BP, vous avez mis ça un petit peu sur votre... En face, ils vont te dire, nous, on nous disait 7%, c'est pas suffisant, quoi. C'est pas suffisant, vous n'arriverez pas à lever à 7%. Passer à 8, 9, c'est le minimum. Et il n'y avait pas eu de projet à 7% depuis... Je crois que là, depuis qu'on a signé en décembre, il n'y a jamais eu un projet à 7%. Mais je te cache pas que... on n'a pas encore la fin de l'histoire. Mais effectivement, moi, en plus, tu vois, ce que je dis à ma communauté, c'est que les projets de crowdfunding immobilier étaient déjà à 10 avant la crise immobilière. On est encore dedans, tu vois. Et donc, potentiellement, le risque a augmenté. Mais aujourd'hui, les projets sont toujours à 10. Donc, en fait, la rémunération du risque a baissé. Et en réalité, on devrait... plutôt être à 12 ou 13 pour justifier tu vois, la mauvaise passe de l'immobilier en ce moment, quoi. Donc, je comprends que... parce que là, on parle de décembre, là, en 2023, on est d'accord. C'est ça. Donc, moi, je vois passer ça en 2023. Soit je vous apprécie et c'est plus pour faire partie de l'aventure, dans ces cas-là, avec un plus petit ticket. Mais j'y vais pas j'y vais pas dans une logique d'investisseur. Je suis totalement honnête avec toi. Et complètement, et c'est comme ça que ça fonctionne. D'ailleurs, j'y suis pas allée, mais pour une autre raison, c'est parce que je suis totalement passée à côté du truc marketing. Pourtant, j'ai été invitée dans ton podcast et tout. Mais nul, encore. Tellement pas connecté. Honnêtement, j'étais sur 50 messages à la journée. Je sais pas si je t'en ai envoyé ou pas, comment on s'est loupé. En direct, non, en tout cas, j'ai pas le souvenir.
Mais j'ai un doute si tu m'avais pas invité à ta soirée. Tu sais, t'étais en train Normalement, de j'ai me invité tous les invités à la soirée. et je me demande, mais tu l'as fait quand, rappelle-moi? En juillet, peut-être. Juin ou peut-être en juillet. Alors, je sais que... je sais plus. Mais après, j'étais encore dans mon congé mat l'année dernière. Je me déplaçais pas. Je venais pas je sur crois Paris. je crois que c'était ça, en effet. Ouais. C'était cette période-là. En effet, c'est pour ça qu'on offre beaucoup plus à 7%, c'est le rendement. Et certains vont trouver ça faible, d'autres élevé. Tu vois, ma mère qui place son argent en livret A, quand tu lui parles de 7%, c'est du 7% brut, mais elle est trop contente, quoi. Trop contente de pouvoir trouver, parce qu'elle sait même pas ce que le crowdfunding immobilier. En fait, moi, le crowdfunding immobilier, je trouve ça chouette, mais il faut connaître le porteur de projet ou le projet en face, parce que sinon, il y a trop de... Sur la note de la plateforme, t'as des infos, mais t'as pas suffisamment d'infos. Donc les gens, ils y vont. Nous, on fait une réalisation quand même avec Martin, c'est que tu vois, la valorisation qu'on a mis dans la boîte pour la première levée de fonds, les gens s'en foutent. Mais c'est presque si la question nous est pas posée, quoi. Les gens investissent, et là, c'était plus on a levé, les gens mettaient entre 10 000 et 50 000 sur la première levée, et les gens veulent pas voir le BP, quoi. Ils investissent parce que c'est nous, parce que le projet, il est chouette, et parce qu'ils ont vu qu'on avait fait rentrer notre famille. Mais tu sais que, c'est avec Éric Larchevêque que j'ai reçu sur le podcast, il me disait... Mais la vérité, c'est que oui, parce que là, finalement, c'est du private equity en direct, donc c'est probablement un des investissements les plus risqués, en fait. Et ils me disent, on a beau dire ça aux gens et leur dire il faut que ce soit que 10% de ton patrimoine liquide et il faut mettre sur 10 projets différents. Ils disent, mais en fait, les gens raisonnent pas comme ça parce que ils ont envie de soutenir un projet. C'est le petit kiff de je vais financer tel truc, de faire partie de l'aventure, tu vois, c'est vraiment cette idée. Et donc du coup, c'est vrai qu'on va avoir tendance à oublier un peu toutes les règles de safety dans ce qui concerne l'investissement, mais c'est vraiment l'idée de faire partie de l'aventure. Alors tu veux peut-être pas le faire avec, encore une fois, le type qui a mis 50 000, je suis pas sûre que c'était 80% de son patrimoine, j'espère pas pour lui. Non, je crois pas. Mais effectivement, c'est vraiment cette idée de je veux en être, quoi. Et on n'est pas des vendeurs de rêve avec Martin, tu vois, en plus on est quand même sur de l'immobilier, on peut pas vendre de la start-up, c'est pas Ledger, en effet, sur lequel on fait une levée. Donc on met 2 millions de valo en expliquant que d'ici 6-7 ans, on se sent capable d'avoir quasiment doublé la valo. Donc d'avoir un truc qui vaille 3,9 millions. Et on dit voilà, ça c'est notre objectif. Une fois qu'on fait rentrer 500 000 euros par an, que le lieu il est rénové, etc. On pense que le projet il vaut ça. Donc les gens viennent avec un potentiel retour sur investissement de x2. Ce qui est pas énorme par rapport à d'autres projets start-up que tu peux voir sur lesquels tu vas mettre en equity. Par contre, je pense que le risque est quand même bien moins élevé que sur une... voilà. Donc les gens, ils achètent ça, ils achètent le fait que... tu vois, là, on a déjà fait des soirées investisseurs au château, il y a du business qui se crée, il y a des gens qui travaillent aussi dans le monde du mariage, du séminaire, tu vois. On a Axel de Revlis, que je salue, qui est investisseur, et lui, il organise des séminaires pour les boîtes en France. Donc, on devient son lieu favori, et il propose à ses clients, et ça fait un truc hyper sain, quoi. J'ai un nouveau petit lieu. C'est génial. Il y a les toilettes au milieu. Il n'y a pas encore le chauffage. Tu rigoles, mais on va louer cet été. Et après, du coup, sur le... C'est Halloween que tu dois louer. Ah, t'es mauvaise avec moi. Vous jugerez par vous-même, on mettra les images. On a... Sur le crowdfunding, c'est un peu différent. On leur vend... on réalise, avec ce post LinkedIn qui cartonne, qu'il y a des milliers, voire des centaines de milliers de Français qui rêvent d'acheter un château, en fait. C'est un truc qui fait rêver les petites filles, qui fait rêver les grands-parents. J'ai pas de bol. Hein. qui fait rêver les gens. Et on reçoit des centaines, presque milliers. On a peut-être reçu 1000 messages, tu vois. C'était impossible à gérer. Sur LinkedIn, Martin, il avait 700 messages non lus. Moi, j'en avais 350. Et il fallait répondre à tous ces gens-là, quoi. Et en fait, une des raisons pour lesquelles les gens suivent ce projet, c'est que eux rêvent d'en faire un. Et nous, on leur promet, du coup, vous savez quoi, on va tout documenter. On va vous créer un peu une petite
petite formation sur comment acheter un château et vous allez bénéficier de ces trucs-là. Il n'y a pas encore beaucoup de contenu, mais tu vas me dire, ça va commencer vendredi. Ça va démarrer demain. Ouais. Ça démarre demain. Okay. Donc allez suivre Domaine de Fontenay. On a même créé une page Château Story qui est sur Instagram, qui a pour but en fait de parler de manière un peu plus décomplexée. C'est pas juste les belles photos du château et tout, mais on va documenter vraiment cette histoire un peu folle. Château Story sur Instagram. Alors vous cherchez combien et vous levez combien au final en crowd equity? En crowdfunding plutôt obligataire du coup, on est à 690 000 euros et de toute façon on a besoin de 690 000 euros. Donc si ça se fait pas, c'est annulé et on peut pas faire plus. La pression. Voilà. Donc on démarre le... Et le truc se lance, tu disais, à combien de le mardi, jours une semaine avant. Une semaine avant la date de butoir de signature. Ouais, et il y a 4 jours de rétractation. Donc il faut que ça soit fait 4 jours avant. Et parce que sinon ça vous engage sur 75 000 ? C'est 10% du... Ouais, on a fait sauter les conditions suspensives à ce moment-là. Vous avez fait sauter les pénalités de... Non, on les a pas fait sauter justement. On a notre risque, on a quand même ce risque-là. Et c'est 10% le risque. Si jamais... On a la fin des... Je reviens sur les dates. On lance le mardi. Ouais. La fin des clauses suspensives, c'est le vendredi. Ouais. Et la signature, c'est le mercredi. Ok. Voilà, de la semaine d'après. Donc, une campagne de crowdfunding, c'est un mois. Donc, vous avez vous avez 4 jours pour déclencher les clauses suspensives, c'est-à-dire dire je n'ai pas eu mon financement, je me rétracte et ça me coûte rien. Exactement. On se dit que si d'ici vendredi, il n'y a pas suffisamment d'engouement, vous déclenchez les clauses. On déclenche les clauses. Ok. Et parce que sinon, ça vous coûte, c'est 10% de la... Sinon, c'est 10%. Okay. Exactement. Donc, allez, on va dire 75 000 euros. Ouais, ok. Plus je pense qu'on était à peut-être 20 000 euros déjà de ce que vous aviez engagé comme frais. Donc, ça vous aura coûté 100 000 euros 100 000 et balles. Beaucoup d'expérience. Génial. L'expérience à 100 000 euros. Donc, on n'a pas le choix que de réussir à ce moment-là. J'adore. Donc, je suis en tension. La semaine d'avant, Parce que moi, je connais pas la police. Si, je sais que vous l'avez acheté, mais... je pense que je l'ai jamais raconté avec autant de détails, ça. Donc, c'est pour le coup, tes auditeurs, ils vont avoir tous les détails. On contacte la presse, on contacte des influenceurs, des amis, tout le monde pour les faire communiquer avec nous. Avant que ça soit ouvert. La semaine d'avant, ouais. Ok. Moi, ça tombe sur la semaine où j'ai un épisode avec Oussama Hamar. Ça tombe sur... je fais en sorte que tout se passe à ce moment-là, quoi. Ton épisode sur le domaine d'Ablon, parce que j'ai vu que t'avais fait un... Ok. Exactement. Son domaine à lui. Donc, Mathieu Stéphanie, que je remercie encore, fait un post alors que son équipe com veut pas qu'il fasse un post, mais il nous fait quand même un post de soutien. Oussama nous fait un post. Je discutais avec Youssef Koutari qui a 600 000 followers sur LinkedIn, qu'on devait accompagner sur un lancement de podcast, qui fait aussi un post. Donc ça, le mardi quand on lance, on a une activation influenceur. Après ça, tout le monde m'a dit combien vous avez payé les influenceurs, je suis curieux. On n'a jamais payé un seul influenceur. Okay. Et tout le monde a communiqué parce que je pense que c'est le projet Château. C'est là qu'en fait, c'est un corps de ferme, t'arrives pas à faire communiquer ces gens-là. Mais peut-être qu'il te coûte 200 000 de moins ton corps de ferme, mais c'est la magie du château, quoi. Donc ça se lance plutôt bien. Premier jour, on fait 40%. Okay. Le premier jour. Mais en fait, c'est difficile sur le crowdfunding parce que soit ça part très vite, soit si à un moment ça stagne, t'es plus dans la dynamique, ça peut vite stagner et tu n'arrives plus à créer un nouvel effet de lancement. Et là, on a pas mal de chance, c'est qu'on a les titres de presse qui s'excitent. Okay. Donc, on a le Figaro Immobilier, on a Ouest France qui fait aussi des posts. Et on avait 2 jours qui étaient dédiés uniquement à nos communautés. Donc, c'était un code qu'il fallait mettre. Et tous les autres, notamment les clients Brix, pouvaient pas rentrer sur les 2 premiers jours. Okay. C'est ça qu'on avait négocié avec la plateforme. Vous faites 40% sur le premier jour sur la communauté. Et après, on fait 25% de plus quasiment le 2e jour. Okay. Donc, il reste 35. Une trentaine de pourcents à financer par la communauté Brix, ce qui se fait assez bien. Et du coup, le vendredi midi, on clôture, on discute avec plein d'autres personnes. Il y a David Laroche qui met un ticket pour clôturer. Pas dire parce que je sais pas s'il veut communiquer, mais il finit le crowdfunding, quoi. Et tu connais bien David? Non, ma petite sœur est stagiaire chez lui à ce moment-là. Martin l'a déjà rencontré du club Bootstrap, donc du coup il y a plusieurs points d'accroche où on envoie plusieurs messages
Et on fait ça avec plein de monde. On fait ça avec Stéphane Bern, Leonardo DiCaprio. On se dit, un moment, si on n'arrive pas à trouver cet argent, on va tomber sur un mécène qui va nous les donner. T'as envoyé un message à Leonardo DiCaprio sur son Insta? À des centaines de personnes, honnêtement. Toutes les personnes connues qui étaient nées en Sarthe, j'ai envoyé un message. Il ressemble à quoi ton message? Je suis assez curieuse. J'ai testé plusieurs choses et il y en a qui ont marché, d'autres moins. Mais c'est vraiment un message de dire, en fait, on a un projet fou, on achète un château et on voudrait que tu fasses partie de l'aventure. Et on laisse pas mal de mystères autour de ça, quoi. Ok. Donc vous levez, donc 690, on va arrondir à 700. Ça va plus, ça va. Vous aviez déjà 650. C'est ça. 1 350. Donc il vous reste 1 million à financer, parce que tu disais que c'était 2,4 millions, ou alors vous êtes parti sur la version light du BP du coup? Et là, on a pile le budget pour la version light. Donc c'est pour ça. 1 350 000. Exactement. Ok. Parce qu'on n'aurait pas lancé un truc en se disant, en fait, ça peut capoter si on ne trouve pas d'autres financements bancaires. Parce que vous êtes effectivement à 3 jours de la signature. Exactement. Et que vous n'avez toujours pas de réponse des banques. Ouais. Ok. L'histoire, elle n'est pas finie. Il y a les 4 jours de rétractation. Donc, du vendredi au mercredi, t'as le week-end derrière, évidemment que c'est des jours ouvrés, etc. Donc, on arrive le mercredi à la signature, on n'a pas encore l'argent, quoi. On fait la visite pré-signature en poker face, parce que l'argent doit arriver dans la journée. Okay. Nous, on signe à 11h. Et eux ont la signature de leur nouvelle maison à 14h. Ah oui. En plus, je connais ces trucs-là, genre, ça nous est déjà arrivé sur des signatures en mode la veille, on n'a pas le RIB pour faire un virement. Mais la veille, on leur demande de décaler d'une journée et ils refusent, quoi. Bah oui, puisqu'ils signaient à 14h. Donc, les mecs étaient chauds. Chaud, très très chaud. Parce qu'ils signaient en fait à 14h et que en fait, c'est leur première... Et puis ils avaient confiance aussi, parce que concrètement... Ah ouais, non, c'était vénère. Parce qu'en plus, leur signature, pour la petite anecdote, a failli être annulée en plus. Donc ils ont failli se retrouver à la rue. Parce que si vous allez pas jusqu'au bout, alors ils ont 75 000 € pour se consoler, mais eux aussi, ils doivent des sous-sous. Je sais pas comment ils ont géré ça, honnêtement. Mais le fait est qu'on arrive, notre notaire nous dit vous inquiétez pas, ça devrait arriver dans la journée. Au pire, je peux faire durer ça 2-3 heures, il dit. Je m'arrêtais sur tous les points. Mais ça va le faire. Et la vérité, c'est qu'on s'assoit chez le notaire. Et là, il nous envoie un petit WhatsApp, c'était à distance, et il nous dit c'est bon, l'argent vient d'arriver. Et donc, nous, on a toujours pas célébré avec Martin. On est en sueur, on dort pas depuis 2 semaines. Ouais, j'imagine. Littéralement, c'est le truc le plus intense et difficile que j'ai fait de ma vie. Et enfin, c'est fait, quoi. Voilà. Ok. Donc, grosse aventure. Merci. Bravo. Oh là là, moi, cette intensité-là, je suis pas le genre de truc que je kiffe. C'était très, très, très intense. Mais moi, en fait, c'était roller coaster. Je suis admirative parce que moi, je pense que j'aurais baissé les bras. Vraiment. Tu vois, à 1 mois du truc, j'ai pas de financement bancaire. Je me dis, alors, donc, manche gauche, manche droite, je relève les manches. Vous êtes 4, donc il y a 4 manches à relever. Bon, mec, on a 4 semaines, c'est large, on va lancer un crowdfunding. Je ne le fais pas, clairement. Moi, je flippe, j'aurais flippé de la force. Il aurait fallu que j'ai quelqu'un à mes côtés qui me dise, Delphine, on va le faire. Bah, c'était Martin. Des deux, c'était lui qui était le... En fait, non, parce qu'on est tous les deux pareils sur ces points-là. Mais la vérité, c'est que t'avais une semaine où il y en a un qui était down, on va le faire, et l'autre était down. Et la semaine d'après, c'était l'inverse. Et quand je voyais que Martin était un peu down, je faisais en sorte d'être à fond. Et quand lui, il voyait que j'étais un peu down, je pense qu'il faisait en sorte de l'être. Et ça marche pas. Le projet, il marche pas sans cette association-là. Ouais. Tout seul, j'aurais baissé les bras déjà 10 fois. C'est ce que j'ai fait sur le co-living de 24 chambres. Pour le coup, mon père comme je disais, il a un peu peur du risque, etc. Donc, comme moi, j'ai été down. Et il était pas là pour me dire, mais si, on y va, on va le faire quand même, tu vois. Et c'est ça qui a été bénéfique. Et du coup, on a vécu un truc hyper intense. Et ça, c'est fait. Mais ça se jouait à vraiment rien, quoi. Et on avait nos investisseurs qui étaient aussi là, qui étaient du soutien, mais c'est aussi une pression, tu vois, parce que tu leur as promis des choses. Ouais. Et là, t'arrives à la signature, tu sais même pas si ça va se faire encore, quoi. Donc, on s'était trop engagé publiquement
pour pas le faire. Tu sais, on parle souvent de ce truc comment on appelle ça Ouais, j'ai pas le mot qui me vient, mais effectivement, accountability. Accountability, Ouais. c'est ça. Et en fait, nous, le post, pour que le post Instagram il explose, il faut pas écrire on va acheter un château, quoi. Il faut écrire on a acheté un château. Donc Martin, il fait un post, bref, on a acheté un château. Et une fois que t'as annoncé à toute la planète que t'as acheté un château, t'es obligé de le faire, quoi. Ouais, t'as pas envie 3 mois après de dire alors en fait on l'a pas acheté en fait. Et c'est ce que j'aurais fait si c'était arrivé, tu vois. Ouais, je pense que et tu me demandais, tu vois, est-ce que t'es OK pour être transparent sur les chiffres? Je suis obligé parce que c'est un projet qui est ouvert, en fait. Il y a tellement de monde, tellement de trucs. J'ai pas le choix que de tout raconter. C'est un projet IMO open source. C'est vrai peut-être qu'on souligne pas assez ce truc-là. Alors, parle-moi de la fin. Et je voudrais qu'on parle un petit peu des travaux. En vrai, ça fait déjà 1h30 qu'on discute, mais j'ai encore pas mal de sujets. Parle-moi de la fin. Alors, le financement, finalement, à partir du moment où vous avez vos 1 350 000, quelque chose comme ça, vous avez la réponse des banques. Le lundi, donc 2 jours avant, on a une proposition bancaire de 1 100 000 euros. Ouais. Donc là, on se retrouve avec trop d'argent. On sait pas trop quoi faire. On signe, on accepte le financement, on se dit ça sera puisque finalement notre BP version light il nous plaisait bien aussi. On se disait est-ce que vraiment on a envie de tout faire, tout engager dès le début, etc. Est-ce qu'on a besoin de cet argent maintenant? Vous avez 2 ans de différé ou pas? On avait 2 ans de différé. Mais en fait c'est une enveloppe essentiellement de travaux du coup. C'était une enveloppe qui était débloquée comme on voulait à peu près. Voilà, franchement, on était hyper. Au début, il y avait acquisition plus travaux. On renégocie les conditions avec eux pour leur dire en fait, on signe demain avec de l'obligataire. Ils rechangent les conditions. On signe les assurances, on machin. Parce qu'au final, prends plus, parce qu'il y a de grandes chances qu'il y ait des dépassements, alors qu'en réalité, par contre, si jamais tu as la chance que ça coûte moins, tu débloques pas la totalité de la somme et ça part en amortissement comme ça. Ouais, et d'autant plus que tu peux rembourser en anticipé tes crowdfunders, qui nous coûtent quand même plus d'argent que la banque, évidemment. T'es sur des taux bancaires à... Vous avez eu combien? J'ai un doute entre 4,20 et 5,20. Ouais, si vous avez... peu importe, c'est à peu près ça. Parce qu'en fait, le sujet, c'est que ce prêt, il nous est refusé après signature, chose qui est complètement interdit. Changement de directeur à la banque qui refuse de travailler avec des courtiers. C'est un courtier qui nous avait trouvé le prêt. Et donc, le prêt nous a été refusé après. Nos avocats étaient chauds pour qu'on attaque la banque. On s'est dit qu'on avait autre chose à faire. Donc, du coup, aujourd'hui, on développe tout le projet sur le BP version light qu'on a créé. Ok. Vous n'êtes pas allé voir les banques? Si, on a plein de choses à faire avec le lancement des travaux. Ouais. Donc, on a toujours le courtier qui travaille dessus. On a 2-3 contacts bancaires encore. Mais là, on commence à faire rentrer, dans les prochaines semaines, là, on fait rentrer les premiers euros. Et tu vois, une fois que tu as vendu un mariage, un séminaire et tout, ça permet d'arriver avec auprès des banques avec un meilleur dossier encore. Ok, donc à ce jour, pas de financement bancaire. À ce jour, pas de financement bancaire. Je suis vachement étonnée. Ok. Acheter un château sans banque. Mais ça aussi. Ça aussi. Alors, on a du coup l'immobilier en open source. Ensuite, on a acheté un château sans banque. Bah ça, à la limite, on pourrait se dire, ils sont pétés de thunes. Non, pas du tout. Non, je crois pas. Ok. Les travaux. Moi, je sais à peu près évaluer des travaux pour des biens normaux. On parlait tout à l'heure du luxe et je suis comme toi, je sais absolument pas. C'est un autre monde parce que c'est des matériaux qui coûtent pas le même prix que ce que nous on achète pour faire notre maison ou nos petites colocations ou ce genre de trucs. Donc j'ai aucune idée de combien ça coûte de faire de la réno ou du neuf dans du luxe. Et alors rénover un château, je ne sais pas non plus. Parce que j'imagine que déjà il faut que faut trouver un architecte qui... Est-ce que vous êtes passé avec un architecte? C'est lui qui a fait tous les plans. Tout doit être validé, ou est-ce que tout doit être validé par les ABF ou en fait c'est que les extérieurs et vous êtes assez cool là-dessus? Et comment vous évaluez ça? Pareil, qui accepte de rénover un château? Enfin, tu vois, qui a les compétences pour rénover ce genre de bâtisse? Une fois qu'on signe, on part en vacances une semaine avec Martin. Okay. C'est la semaine de Noël. Donc on profite de notre famille. Moi, le vendredi, je pars en vacances avec des amis. Je suis en Bretagne et j'arrive même pas à profiter. J'étais mort en fait, intérieurement mort. On est en train de finir le crowdfunding
et j'arrive même pas à trinquer avec eux, tu vois. Je suis sur un truc vraiment, j'ai besoin d'une nuit de 14 heures, ce que je fais, et après je commence à repartir doucement, tu vois. Et je les remercie pour le soutien à ce moment-là, parce que c'était vraiment pas beau à voir. Martin est à 2 doigts aussi mais même malade physiquement, quoi. Ouais. Tu t'es malade physiquement, quoi. Et bon, on se prend cette semaine, on se repose, et après démarre en effet la constitution d'une équipe. Et c'est vraiment comme une boîte, en fait. T'as besoin de gens qui continuent à t'aider sur la partie administrative, avocats et comptables, parce qu'en plus les investisseurs en equity, ils ont droit à une réduction d'impôt. Ça s'appelle l'IRPME, ça permet d'avoir 25% de défisque sur leur invest, qui est plutôt chouette. Donc t'as cette partie-là, t'as les travaux. Donc moi je rentre en consultation avec des équipes travaux, des maîtres d'œuvre qui gèrent plusieurs artisans, des générales du bâtiment, des équipes de Roumains, Moldaves qui viennent s'installer sur le chantier pour travailler pendant X mois, et des entreprises locales qui vont pouvoir faire ça à côté. Mais les devis, vous les aviez déjà, si vous aviez monté le dossier bancaire. On avait une partie des devis. Okay. En fait, le truc prend tellement de temps que l'entreprise qui nous a proposé son aide, on en a plusieurs des devis. Tu demandais le luxe et tout, on a des devis de gens qui ont l'habitude de faire des hôtels 5 étoiles qui sont pas du tout atteignables, et on a des générales, on a une entreprise générale qui nous fait un devis tout à fait raisonnable, tu vois, et on se dit ok, on pourrait bosser avec eux. Mais le temps passe et ils sont plus disponibles. Donc il faut repartir sur ce truc-là. Heureusement, on était sur des prix qui n'étaient pas déconnants, donc on retrouve des boîtes qui nous font des bonnes propositions. Vous aviez déjà fait bosser un architecte sur les plans pour que l'entreprise puisse se projeter sur non. Ok, mais qu'est-ce que je vais faire du coup? C'est vous qui avez fait le cahier des charges? Ok, intégralement. Et c'est jamais assez, tu vois. Le cahier des charges, il n'était pas assez détaillé à ce moment-là. Et même aujourd'hui, on lance le chantier vendredi, tout est pas... Il y a 1500 mètres carrés habitables. Donc, mais il y a eu le travail... J'insiste, mais il y a eu le travail d'un architecte. À ce moment-là, on constitue l'équipe, on trouve une archi d'intérieur, on trouve... Léo Cani, qui est notre archi des monuments historiques, qui nous suit et qui est... on a beaucoup de chance, il a notre âge aussi, passionné par l'IMO, il connaissait par le patrimoine et il connaissait déjà le domaine. Et on travaille du coup avec ces personnes-là qui nous, à ce moment-là, refont des plans propres, qui nous font des propositions de déco. Et pour répondre à tes questions, le gîte, donc la première phase, là, c'est retaper le gîte. Le gîte n'est pas inscrit au monument historique. Donc là, on a plus de liberté. L'archi des monuments historiques n'est pas trop impliqué et on peut démarrer dès maintenant. C'est pour ça qu'on démarre sur cette phase-là. C'est aussi là qu'il y aura le plus de couchage. Donc on va pouvoir sortir du chiffre le plus rapidement possible à partir de ça. Sur la grange et le château, c'est entièrement inscrit au monument historique. Donc intérieur comme extérieur, il te faut un permis pour changer une couleur de mur. Intérieur. Ouais. Donc ça, c'est... Donc la fameuse porte qui t'arrive au menton. Elle va rester comme ça. Elle va rester comme ça. Ouais. Ah merde. Ouais. En fait, il y a... Et il y a 2 grandes cheminées qui sont cul à cul. Tu peux rien en faire non plus. Elles sont... je crois qu'il y a 8 cheminées dans le château. Elles seront réentretenues et on va créer... On a des plans d'architectes maintenant qui sont vraiment canons, avec un mélange de meubles un peu plus modernes et de cet ancien, pour en faire des lieux hyper confort, hyper cocooning, où tu as envie de te poser autour du feu en séminaire ou sur le lendemain de ton mariage, etc. Et c'est l'architecte des bâtiments de France qui te fait les propositions, ou lui, il est juste en consultant pour dire voilà ce qu'on pourrait valider ou non? Ouais, il te fait plutôt les dépôts. Il va te faire les dépôts, il va te faire une forme de lobbying auprès peut-être pas lobbying le mot, mais il va faire la communication avec les ABF et avec les archis des monuments historiques pour faire en sorte que tes propositions Ah oui, parce que passent. Bâtiments de France et monuments historiques, c'est encore 2 choses différentes. 2 classifications différentes. Ah oui. Exactement. Moi, j'ai déjà fait les bâtiments de France, mais j'ai pas fait les monuments historiques. En plus, ils s'entendent pas forcément sur les choses. Super. C'est génial. Ouais. Donc voilà, on a notre archi d'intérieur qui, elle, fait des propositions. Léo qui les valide, qui les twist pour que ça passe en présentation et qui nous aide à obtenir des subventions dessus. C'est là que, en fait, je pense que ça coûte 2 fois plus cher de faire des travaux dans ce cadre-là, mais t'es subventionné à 55% à peu près. Ok. Donc du coup, si t'arrives à bien aller tout chercher en termes de subventions, et c'est beaucoup d'administratifs, donc il y a beaucoup de personnes qui choisissent de pas le faire.
Et ils font ça un peu dans le dos de typiquement tout ce qui a été fait dans le château, ce que tu vois, les murs peints de toutes les couleurs, les nouvelles parois pour refaire un chiotte à cet endroit-là, qui a machin. Ça, il n'y a eu aucun dépôt de permis. Il y a des belles cloisons placo qu'on séparées de pièces. C'est ça. Ça vient foutre là, qui n'ont pas été complètement finies. Pour le coup, ils ont été assez respectueux du bâti, donc c'est du placo, mais qui est posé sur le sol, qui est pas machin. Donc il y a au moins ce respect-là. Et donc nous, on va les péter, refaire des espaces plus grands. Et ils sont plutôt contents en fait qu'on fasse des travaux dans ce bien. Dans la grange, pareil, on a envie de faire des trucs où parfois ils sont pas hyper chauds. Ils aimeraient qu'on mette un sol avec du petit pavé des dalles de l'époque. Nous, on aimerait un béton ciré. Ils sont là. Ouais, c'est pas trop l'ambiance, c'était pas comme ça à l'époque. Je dis, oui, mais si on le fait pas, cette grange, elle va pas être utilisée et elle va être détruite. Donc du coup, ils ont toujours ce choix en fait. Et c'est une grande consultation. Encore une fois, c'est un projet qui est ouvert open source. Donc on a fait le choix de rien faire dans le dos d'eux. Et ça nous permet notamment d'obtenir ces subventions qui sont même pas dans le BP, tu vois. Les subventions, nous on a compté les travaux tels quels, mais on va pouvoir toucher des subventions chaque année sur ces travaux. Mais finalement, si vous vous attaquez au château, vous allez nécessairement avoir besoin des banques à un moment donné. Des banques, ouais. Ouais, de toute façon, vous n'avez pas renoncé, en fait. C'est juste que non, du tout. Ça prend un peu plus de temps. Là, c'est moins urgent. Ouais. Parce que de toute façon, on fait des dépôts de permis là pour la partie inscrite au monument historique. Ouais. Donc, tu en as pour 6 mois. Et tu fais des dépôts pour te demander des subventions. Et tu n'as pas le droit de démarrer tant que tu n'as pas les accords sur les subventions. Voilà, donc qui prennent même un peu plus de temps que les dépôts. C'est l'ANA qui fait ça ou c'est encore C'est la DRAC, c'est encore autre chose. C'est la DRAC, et quand tu as les subventions de la DRAC, automatiquement tu as les subventions de la région et du département. Okay. Donc chacun donne à peu près 15 à 20%. Alors c'est quoi les fameuses surprises auxquelles vous avez déjà fait face il y en a, à part le financement, on a pas mal parlé. Non, écoute, il y a... En termes de surprise, il n'y a pas de grandes surprises. Si, on a typiquement archi d'intérieur qui coûte un peu plus cher que ce que tu imagines parce que a un vrai talent et c'est des trucs qu'on n'aurait pas été capable de faire avec. Nous aussi, on a découvert la première fois qu'on a fait appel à un archi. La première fois, on a pris le devis le moins cher. Et pour te dire, on a payé que la moitié et elle a fait que la moitié de la prestation. Et après, on va dire, on va s'arrêter là. Ouais. On reste bons amis. Elle a dit bon, ok, d'accord. Et on a compris pourquoi ça coûtait aussi cher d'avoir une archi d'intérieur. C'est pas. Ouais. On a une cave qui fait plus de 150 mètres carrés, qui est la plus grande cave du département, une cave voûtée incroyable. À chaque fois qu'on visitait, il faisait hyper beau et tout. Là, la première fois qu'on revisite après la signature, c'est un déluge. On se rend compte que l'eau stagne au-dessus de la cave et que ça s'infiltre et qu'il pleut dans la cave, tu vois. La cave, elle est où ? Elle est sous la grange. Sous la grange. Elle fait la même taille que la grange, quasiment sous la grange. Et il y a des souterrains qui font communiquer entre différents bâtiments. Donc tu peux accéder de la cave de plusieurs bâtiments différents. Tu sais qu'on vous a entendu en parler dans un podcast, alors que sur place, on l'a vu. Ouais. On fait, il y a un truc là. Il y a un tunnel, il y a un truc. Vous l'avez vu sortir un peu comme ça. On se dit, à cet endroit-là, il y a un truc. Ouais, t'as envie de faire un grand escape game dans ce château. Autre projet. Exactement. Donc oui, tu découvres ça. Tu découvres que quand il y a du vent avec de la pluie qui part de telle direction, en fait, cette fenêtre-là, elle est pas étanche, alors que a priori, tout était étanche quand tu visitais. Il n'y avait pas de ces sujets-là. Vous avez quand même prévu de refaire toutes les fenêtres ? Pas du château. Ah, ok. Non, le château, pour le moment, on touche pas, et en fait... Mais ce sera avec les financements bancaires non plus ? Non, il sera pas... En fait, il sera jamais parfaitement isolé, ce château, mais la vérité, c'est qu'avec des murs qui font 1m20, il y a une température qui est très très stable dans le château. Je me rappelle plus de l'état des fenêtres, mais c'est plus pour une question de... C'est du simple vitrage, mais elles sont en bon état. Elles sont correctes ? Ok. Ouais. De toute façon, tu peux pas mettre du PVC, j'imagine. Non. Mince, passera pas auprès des ABF. Je suis en train de regarder mes notes parce que, en vrai, je crois que je t'ai posé à peu près... Je crois que je t'ai posé à peu près toutes mes questions. Si ce n'est, j'ai bien envie de te réinviter dans 1 an. Moi, je te dis septembre, c'est trop tôt. Mais bon, c'est pas mon projet. Ouais, pour faire un point sur... On a un event le 1er septembre. Ouais. Qui est déjà closé. Non, mais tu vois, pour les gens qui rêvent de faire ce genre de projet, tu dis, il y a beaucoup de gens en fait que ça fait rêver.
C'est quoi les enseignements? Qu'est-ce que t'as envie de leur... Tu vois, il y a un mec qui vient et qui te dit « J'adorerais faire ce que vous faites. » Tu lui dis quoi? Ne le faites pas? Non, honnêtement, je lui dis de le faire, au contraire. Mais de pas le faire tout seul. Pareil, j'ai eu des dizaines et des dizaines de contacts avec des gens qui avaient des projets similaires, qui nous demandent comment on a structuré, comment on a levé de l'argent, comment on est allé jusqu'au bout. Et il faut être bien accompagné, bien entouré, que ce soit les prestataires que tu vas choisir ou l'avocat, le comptable, ses associés. Nous, maintenant, on est 35 associés sur le projet et c'est tout ça qui fait que on va aller plus loin qu'un simple investissement immobilier. Faut avoir du cash. Au-delà de l'apport que vous avez mis, donc 100 000, ouais. Quand tu me dis 100 000, ça inclut les frais que vous avez dû engager avant même la... Non, c'est à peu près en tout. Ok, ouais. Ça inclut aussi ces frais. Ouais, ça inclut tout, ouais. Ok, parce qu'effectivement, donc il y a la soirée, enfin, puis j'imagine ça compte même pas le temps que vous y avez passé, évidemment, mais oui, il y a quand même des frais d'avocat, enfin, il y a quand même pas mal de choses à engager sur ces projets un peu plus complexes, quoi. Oui, je pense que c'est pas facile tu peux pas faire un projet zéro risque, tu vois, comme on pensait au début pouvoir le faire comme ça, en se disant, tant qu'on n'est pas sûr de pouvoir acheter, etc., on n'engage pas de frais. Mais à un moment, on a dû faire travailler un architecte, on a dû faire travailler des avocats, et t'es un peu obligé d'avoir ce truc et de poser tes couilles et de te dire vas-y, allez, au pire, en effet, ça sera le coût de l'apprentissage. Alors, t'es pas obligé de poser 100 000 euros, ça peut être 10 000 peut-être. Ouais. Donc ouais, le premier projet, le premier conseil, c'est d'être bien accompagné, de le faire. Et le deuxième conseil, je pense que si vous faites un truc de cette envergure, documenter tout ce que vous faites. Et nous, voilà, le projet média, il démarre dans les prochains jours. Et je suis assez convaincu qu'on va pouvoir faire quelque chose de grand sur les réseaux sociaux avec ça. Et on a vu des projets type How to Renovate a Château. Aujourd'hui, ils louent même plus, ils font que du YouTube. Je pense qu'il y a encore une fois des externalités positives. Tu connais Paul et Déborah? Je sais pas si tu les as pas... Je les connais, mais je les ai jamais reçus. Tu les as pas reçus? Mais parce que je crois que... moi non plus. je crois que je leur avais envoyé un message et c'était pas trop le moment. Ouais. Et j'aimerais bien les avoir. Ouais, bah j'aimerais bien les avoir aussi. Je crois que mon bras droit les a contactés. Je sais pas où ça en est d'ailleurs. Ouais. Mais oui. Alors, pour ceux qui connaissent pas Paul et Déborah sur... je connais pas les noms de leurs Instagram, mais ils en ont un pour Lagrange. Ouais. Lagrange, et ils en ont un chacun. Paul Barnier, je crois que c'est pour lui, et Déborah, j'ai plus le nom de famille. Et donc, c'est un couple, ils ont acheté une grange et ils l'ont rénovée. En fait, ils ont quasiment financé l'intégralité de leur rénovation par des marques qui cherchaient en fait à être sponsorisées. Donc, il y a des marques qui leur ont offert des produits, il y a des marques qui leur ont offert des financements ou que avec des produits et des matériaux, mais ils ont réussi à faire un projet à plusieurs centaines de milliers d'euros en faisant tout eux-mêmes, en faisant plein de stories, etc. C'est assez incroyable. Et ils ont un truc de malade. C'est magnifique. C'est magnifique. Allez voir Lagrange. Mais ils ont inventé un nouveau modèle, et c'est vrai qu'aujourd'hui, ils ont chacun, je crois, plusieurs centaines de milliers de followers sur leur compte, et sur YouTube aussi. Et ils font beaucoup de plus en plus. Ça, c'est devenu une source de revenus à part entière, quoi. Qui est qui est très importante, je crois, parce que avant ils faisaient du MLM et du e-commerce, et aujourd'hui ils expliquaient sur un podcast que celui de Julien Calamotte, Monitry d'ailleurs, que je salue, que en effet ça avait dépassé ces revenus-là. Nous dans le BP, c'est pour ça qu'on se fait peur sur certains trucs avec un château, mais avec Martin on est des optimistes un peu extrémistes. Je pense que c'est peut-être l'autre conseil, c'est d'être très très optimiste pour se lancer dans ce type de projet. Et on se dit que quand il va nous arriver une merde, il y a un truc positif aussi qui va arriver, et on n'a pas inclus des potentiels revenus qui pourraient venir d'un média autour de ça. On n'a pas inclus des collabs avec des marques. Mais tu vois là, j'ai acheté pour lancer des premiers événements, on a acheté un grand Brasero. Un truc qui vaut 4000 balles. Ouais. Et on l'a payé 1009. Parce que un peu de collab, ça fait un bail, je vais créer du contenu pour vous, c'est inclus dans un grand projet. J'ai pas dit non plus, mais il y a M6 qui suit les rénovations. C'est vrai? Donc, pour une émission, comment vous l'avez eu ce deal? C'est eux qui nous ont contactés. On a déjà fait un jour un doc, là ils viennent pour un 66 minutes, ils font 4 jours de tournage. Donc, j'adore ça. Samedi on fait Demolition Party et ils sont là pour toute la journée, quoi, tu vois.
Et du coup, les marques... Je veux venir. Viens. Attends, parce que je suis en train de me dire, je repasse dans le coin. Alors, c'est loin et pas si loin, mais la semaine, j'aurai pas le temps de venir. C'est ce week-end qu'il faut venir. Ouais, je sais. Si tu veux mettre un coup de masse et passer à la télé, c'est le moment. Bon, passer à la télé, je m'en fous un peu, mais à la Demolition Party, ça m'intéresse. C'est chouette. Et oui, tu vois, tous ces trucs-là, il va y avoir des choses qui naissent de ça. Peut-être que la marque Domaine de Fontenay, ça ira plus loin. Est-ce que How to Renovate a Château, ils vendent des bougies, tu vois, sur le branding de ce qu'ils ont créé. Et tout ça, c'est des petits projets en plus qu'on n'a pas chiffrés. Mais je suis assez convaincu que... Donc ils sont là aussi, les télés sont là ce week-end, ils seront là régulièrement. Ceci dit, si tu tapes sur un chantier de 5-6 mois, après ils viendront, la partie château, j'imagine, les intéresse aussi. Ils ont un premier documentaire, là ils ont sorti déjà un documentaire, donc on est déjà passé sur M6, on a fait un peu un journal télé aussi, ce genre de choses. On est en contact avec TF1 aussi. En fait, ça intéresse tout le monde, honnêtement. Ouais. C'est un sujet hyper grand public. C'est les petits reportages souvent d'après JT le week-end. Moi, j'adorais regarder ça avant. Machin et Trucmuche ont construit leur maison eux-mêmes, l'histoire d'une vie, etc. Honnêtement, c'est hyper dur de passer devant les caméras comme ça et de continuer à bosser, parce que l'idée, c'est quand même d'avancer. On a des emplois de temps très chargés avec Martin. Et du coup, en fait, il y a plein de presse qu'on a refusé aussi parce que il y a trop de sollicitations, mais bon, à M6 tu refuses pas M6 quoi. Non, TF1 non plus. Et par contre après il faut aller capter cette audience pour les amener vers ta page ou ton site et que ça crée des futures réservations. Quoi. Là c'est le travail qu'on va engager. Mais parce que là il tourne, le truc va être diffusé fin de l'année probablement. Ouais, un peu avant, en septembre, prévu pour septembre. Ok, et du coup, pour tes mariages 2025, c'est cool, quoi. Ça sera pas mal, franchement, ça sera pas mal. On a déjà eu sur le premier document. Après 2025, il y a plein de gens qui ont déjà trouvé leur château, alors 2026 peut-être. On a déjà 5 ou 6 demandes entrantes sur du mariage pour 2025. Ça, c'est des gens qui ont investi sur Brix, c'est des gens qui ont vu le documentaire. Et on démarre les visites en mai. On leur a dit qu'on faisait visiter en mai. Parce qu'on attendait qu'il fasse au moins beau. La grange sera terminée en septembre. Non, la grange ne sera pas terminée en septembre. C'est juste le gîte. Ouais. Ok. Exactement. Donc ils viennent visiter, il faut qu'ils se projettent. Et en effet, on ne louera pas 15 000 euros l'année prochaine. Ok. Voilà. Tu me donneras des images de vos plans et tout. Vous communiquez là-dessus, vous les montrez ? On les a pas montrés encore, mais je peux t'envoyer ça. Mais parce que pour l'instant, vous n'êtes pas des grands communicants. Vous communiquez par phase. Et pour rechercher de l'argent et tout. Tellement de choses à faire en fait. Entre décembre et aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a eu très très peu de communication. Mais moi, je me retrouve un petit peu, tu vois, la com, c'est un des trucs que je sacrifie en premier quand il y a plein de trucs dans ma vie. Alors qu'en réalité, c'est exactement à ce moment-là que les gens ont envie d'être avec toi. Et tu sais, j'ai fait une story il y a pas longtemps. Je fais, bon, alors, ce que je ne vous dis pas, c'est qu'on vend un immeuble, on vend notre maison. Je vais commencer à écrire un livre. Tu sais, genre même ma mère m'a dit on a appris que c'est ça je communique sur rien, tu vois. Et honnêtement, c'est mon mea culpa là-dessus, j'en suis désolé et je promets que là ça va repartir, on n'a pas le choix parce que les personnes qui ont investi sur Brix, on leur a même pas fait un mail encore pour leur dire où est-ce que ça en est. Alors ils reçoivent leur petit on paye du coup c'est mensuellement des briques. Donc ils les reçoivent tous les mois, ils savent que ça avance. Ils ont un peu de trucs sur ça fait un bail sur Domaine de Fontenay et sur Château Story. Mais pour le moment, c'est vraiment pas grand-chose. Et là, on va lancer le gros du taf sur la partie communication. Bah écoute, je pensais pas qu'on ferait 2 heures. Mais merci Jérémy. Si on veut te retrouver, c'est donc Château Story. Et vraiment, 1000 fois merci. Merci, ciao.